Bon, salut Steve, pour cette seconde interview podcast aujourd'hui. Ça fait vraiment très plaisir de te recevoir encore une nouvelle fois sur la chaîne Krav Maga Traveling. Donc, bienvenue. Merci, bonjour Tom et bonjour à tous. Ravi d'être à nouveau avec toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, j'allais dire, le Krav Maga en effet, mais plus précisément, on va parler de la partie, combat, Krav Maga, le Krav Maga face au réel, comme ils aiment bien faire sur les réseaux sociaux, parce que t'es pas sans savoir que le Krav Maga ou la self-défense, de manière très générale, est soumise à tests, interrogations, voire critiques qui sont positives, voire des fois très limites. Moi, j'en fais un peu les frais parfois sur mes réseaux, mais c'est le jeu, hein. C'est le jeu. Et l'idée aujourd'hui, c'était justement de voir un peu ces fameuses questions qui reviennent, les questions qui reviennent régulièrement sur le Krav Maga, et le fameuse mise en contexte réel dans la rue, et avoir ton avis, ton expérience sur le domaine. Eh bien, parfait. Les critiques, pour revenir sur Ouais. cet aspect-là, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tu sais, tout le monde est critiqué en permanence, même les grands champions dans n'importe quelle discipline, même notre plus grand champion de MMA français, Cyril Gane, Oui. il se fait critiquer sur les réseaux, quoi. Tout le monde se fait critiquer parce que les réseaux, c'est chaque personne a son avis sur la question et des fois, on va être sous la critique de quelqu'un, même très souvent c'est le cas, qui connaît absolument pas du tout, Oui. c'est pas de quoi il parle. Donc c'est pour ça faut vraiment prendre ça de loin et relativiser avec les critiques. Ouais, ça fait penser à la fameuse l'incompétence inconsciente. Moins tu en sais, plus tu as l'impression Exactement. que tu es un expert du domaine. Puis bon, les réseaux sociaux, comme diraient certains, ont peut-être aussi, ils peuvent parler sans vraiment conséquence. Donc après, quand la critique reste intelligente et à peu près bien formulée, moi ça me dérange pas, hein, au contraire. Non, bien sûr, la discussion, il faut au contraire, voilà. C'est important pour progresser, il faut être ouvert à la discussion, aux objections, ouais. Mais quand il y a un fond qui est bienveillant. Là récemment, on m'avait une vidéo où un gars passe, je sais plus, une demi-heure ou trois quarts d'heure. On le voit jamais sur la vidéo, à critiquer, à démonter le Krav Maga, mais c'est clairement dans un but. Le gars connaît absolument pas la discipline. Ouais. Le but, c'est de créer la polémique et de faire des vues sur sa chaîne, tu vois. Oui. Parce que ce même gars, il a fait, je crois qu'il a fait, il fait une analyse, il critique Tony Yoka en boxe aussi. Okay. Je veux dire, aller critiquer, c'est ce que je disais tout à l'heure pour Cyril Gane, critiquer des grands champions et se mettre en embuscade comme ça, aujourd'hui c'est le jeu des réseaux sociaux, Oui, voilà, faut l'accepter. À partir du moment où on est en avant, de toute façon, on va se faire critiquer. C'est pas très grave. Ouais, mais bon, comme tu dis, c'est une recherche de buzz. On est parti. Alors premier grand chapitre, hein, introduction et fameuse mise en contexte. Alors, pour faire simple, première question, ce serait, alors comment tu pourrais définir le Krav Maga aujourd'hui? Alors, en fait, j'oriente un petit peu, hein. Est-ce que c'est une méthode de self-défense? Est-ce que c'est un système de combat ou la frontière n'est pas si fine, c'est un peu les deux? Alors déjà, en introduction, je voudrais bien spécifier quelque chose d'important. Je vais parler du Krav Maga. Okay, et je vais parler du Krav Maga tel que je l'ai appris, du Krav Maga tel qu'il a été conçu par Inmi Lichtenfeld, le fondateur du Krav Maga. Donc moi, j'ai eu la chance d'apprendre le Krav Maga avec Richard Douilleb, qui était délégué par le fondateur pour développer la discipline en Europe. Okay, donc Richard Douilleb, qui a créé la FEKM et qui était président jusqu'en 2019, donc a importé le Krav Maga tel qu'il a été conçu. Le Krav Maga est devenu à la mode et du fait de la législation, mais on pourra revenir sur le sujet si tu veux, beaucoup de gens ont commencé à ouvrir des écoles de Krav Maga un peu de partout. Ça a commencé à fleurir parce que c'était à la mode, comme il y a eu différentes modes dans les sports de combat. Bien sûr. Et avec des gens qui n'ont pas fait l'effort de se former correctement. C'est-à-dire que, comme tout ce qui est à la mode, hein, ça attire les convoitises et puis la curiosité. Et du coup, les gens viennent et font quelques stages à droite, à gauche, et ensuite créer des clubs. Donc, il y a énormément, aujourd'hui, malheureusement, dans le panorama du Krav Maga français,
il y a énormément de clubs qui ne pratiquent pas le Krav Maga, mais qui affichent le Krav Maga. C'est-à-dire que les instructeurs ne sont pas formés correctement, ne connaissent pas le Krav Maga, et pourtant s'affichent comme club de Krav Maga. Et pour le grand public, le seul moyen de pouvoir faire la différence pour quelqu'un qui ne connaît pas, quelqu'un qui connaît, il le verra, la façon dont il bouge, la façon, ce qu'il explique, etc. Mais quelqu'un qui ne connaît pas, le seul moyen, c'est de regarder d'où ils viennent et à quelle fédération ils sont rattachés. C'est pour ça qu'à la FEKM, Fédération Européenne, là, on fait très attention à ça, à la qualité de la formation de nos instructeurs. Et on déplore, on est les premiers à en subir les conséquences aussi, parce que quand ces gens-là se mettent sur les réseaux et font des vidéos, c'est tout sur du Krav Maga et c'est déplorable et ça fait vraiment du tort à la discipline. Et du coup, je comprends à 100% les critiques qu'on peut avoir parfois, où tu as des gars qui sont des combattants, ils voient un type montrer des techniques alors que le type il sait même pas bouger, quoi. Oui. Il sait pas de point, il sait pas se déplacer correctement. C'est une catastrophe. Et ces gens-là souvent font les beaux sur les réseaux et voilà, donc ça nous fait beaucoup de tort, ça. Ouais. Donc moi je vais parler vraiment du Krav Maga que je connais, le Krav Maga qu'on pratique à la FEKM. Donc tout ce que je vais dire concerne le Krav Maga, pas les pseudo courants et les pseudo clubs de Krav Maga. Oui, complètement, ouais. Super. Et ça, c'est vrai que c'est un point, comme tu dis, important. C'est ce que je disais notamment dans mes vidéos. Faut la self-défense au sens très général. Tu trouves de tout. Et puis, en effet, on connaît certains courant du Krav Maga, pour n'en pas citer, où tu te formes en même pas une semaine et tu payes ton diplôme. Et après, il ne faut pas s'étonner qu'en effet, il y a des charlatans, mais ça, c'est pas propre au Krav Maga, c'est propre à... Non, dans toutes les disciplines, par exemple. Mais même dans les sports de combat, hein, il y a des entraîneurs, ils sont moins bons que d'autres, mais ce qu'il y a, c'est que comme en self-défense, il n'y a pas de compétition. Et il y a beaucoup de self-défense qui ne font pas de combat. Oui. C'est très facile de faire illusion. Et le gars, il est un peu costaud, il a 2-3 tatouages, il va se mettre en treillis militaire, il va mal parler aux élèves, et ça y est, il va passer pour un tueur, alors que c'est l'inverse de ça. C'est quelqu'un qui a peur et qui va se protéger derrière une attitude en faisant le show. Et tu vois, non, c'est l'inverse de ça, le Krav Maga. Le Krav Maga, ça doit être, Imi était comme ça, c'est l'humilité, la sincérité dans la démarche, parce que pour progresser, on doit être sincère, on doit regarder les choses en face. Tu vois, c'est l'inverse de l'apparence et de faire le dur. Ça, c'est pas bien. Ouais. Je pense que c'est vraiment une très bonne introduction pour le sujet. Ça permet de bien cadrer les choses et je pense que ça répond à une grande majorité de critiques qu'on peut voir notamment sur les réseaux. Alors pour te répondre, pardon, parce que j'ai pas répondu, ouais. Pour définir le Krav Maga, pour moi, c'est une self-défense, évidemment, une méthode de self-défense. Donc une self-défense, c'est pour apprendre à se défendre en cas d'agression. Donc c'est une méthode de self-défense, mais c'est aussi un système de combat, parce que le combat, on en reparlera beaucoup là, je pense, mais le combat est au cœur du Krav Maga. D'ailleurs, Krav, ça veut dire combat. Sans combat, il n'y a pas de Krav Maga. Donc c'est une self-défense, c'est une méthode de combat, et c'est aussi, selon comment on le pratique, un art martial. C'est-à-dire qu'il y a une recherche d'évolution personnelle qui va avec la discipline, parce que ça demande de la rigueur, comme je l'ai dit aussi, de l'authenticité, de la sincérité dans la démarche. Ça doit apprendre l'humilité aussi. Donc c'est une méthode d'épanouissement personnel aussi, mais ça dépend comment les gens vont le pratiquer. Quelqu'un peut le faire juste comme un sport, en venant se dépenser physiquement, ou comme une self-défense, parce qu'il va prendre des trucs, vraiment il est dans l'optique de savoir se défendre, ou comme un art martial, parce que ça va le former. Voilà. Oui, c'est vrai, après c'est suivant, comme tu dis, suivant ce que les gens vont en faire et vont en retirer. Celui qui vient juste pour, entre guillemets, transpirer une fois par semaine, celui qui vient vraiment apprendre parce qu'il a eu des problèmes, ou celui qui vient chercher une voie, comme tu dis, une voie martiale. Parfois on rentre pour un projet A et on finit avec un projet B. Hein. Oui. Bah, c'est super si on arrive à ça. C'est-à-dire que si quelqu'un vient pour le sport, par exemple, mais que, tu vois, Richard le dit souvent, lui, ça l'a aidé beaucoup. Il a appris beaucoup de Imi à la simplicité, mais pas que dans la technique, dans la vie en général. Et la simplicité, c'est le cœur du Krav Maga.
Et on a un rôle aussi important pour les jeunes adultes et les adolescents, parce qu'un instructeur, il a une influence importante pour aider ces personnes à façonner leur caractère. Complètement. Ouais. Je suis totalement d'accord avec ça. Super. Alors, deuxième question, quelle est la philosophie de base du Krav Maga face à la violence réelle, la fameuse violence de rue? Oui, alors, Imi, le fondateur du Krav Maga, c'était quelqu'un de profondément humaniste. Oui. Il aimait les gens. Et ça transparaît dans la discipline, même si paradoxalement la discipline est très très dure. L'état d'esprit, le pratiquant en Krav Maga donc est humaniste. C'est-à-dire le but d'Imi au départ, c'était que chacun marche en paix. Oui. Et je pense que ça résume bien la philosophie du Krav Maga. Donc tout faire pour éviter la violence le plus possible. Mais si, pardon pour le bruit. Non, c'est ok. Ça va ? Tu l'entends pas ? Non, du tout, c'est bon. Ah, super. Donc tout faire pour éviter la violence, et si c'est pas possible, à ce moment-là, s'engager à 100%. Ouais. Là-dessus, dans notre société, je pense qu'il y a un point à aborder, c'est il est important de dédramatiser la violence, pardon. Oui, c'est vrai. Parce que la violence, c'est quoi ? C'est l'usage de la force pour contraindre, dominer, voire blesser quelqu'un ou mettre quelqu'un hors d'état de nuire. Hein. Elle est présente, la violence, dans l'histoire de l'humanité depuis toujours. Elle est présente dans la nature. Les policiers doivent y recourir pour sauver des vies, parfois. Donc, le problème, c'est pas la violence. La violence peut être une bonne chose, l'usage de la force. Hein. Ouais. Mais le premier problème qu'on rencontre dans la société, c'est la peur de la violence. Ouais. Et moi, ça m'est arrivé une fois, on était dans une formation en développement personnel, et puis il y a un homme qui a laissé sortir ses émotions à un moment donné, qui s'est mis à crier. Et le fait de crier, ça a fait pleurer une femme, parce que ça l'a renvoyé à quelque chose. Hein, tu vois. Sûr, ouais. Mais on voit ça souvent, c'est-à-dire que quand les gens sont confrontés à la violence, dans notre société où on est très couvé, en fait, ça vient résonner très fort et ça vient résonner de la peur en fait et tu vois les gens tout de suite réagissent très très fort par rapport à la violence alors que je pense qu'il faut avoir un regard froid et lucide sur la violence existe, ça fait partie des choses et parfois il faut l'utiliser hein, si on doit agir pour aider quelqu'un ou pour défendre, on va utiliser la violence. Et à ce moment-là, c'est important. Voilà. Donc, à mon avis, il ne faut pas la redouter, mais ni la chercher, bien évidemment. C'est pas ce que je dis. Mais avoir un regard froid dessus et honnête. C'est un outil, comment dire, le fameux adage civis pacem parabellum, qui veut la paix prépare la guerre, ou si je ne me trompe pas, comme disait Bruce Lee, il vaut mieux être un guerrier dans un jardin qu'un jardinier sur un champ de bataille. Je crois que c'est cette citation. Je vérifierai. Mais en effet, c'est d'autres courants. Par exemple, je pense que tu connais Michailus de nom. Michailus, qui est plutôt typé Benchak et autres, entre autres. Lui, en conférence, il dit très bien, la violence, c'est un outil, c'est mettre une contrainte sur quelque chose, quelqu'un. Il dit, c'est pas bon ou mauvais. Il dit, un tsunami, c'est violent, mais c'est pas méchant. C'est ça. On est d'accord. C'est exactement ce que je pense. En fait, il faut distinguer la méchanceté de la violence, justement. Oui. Donc la violence, on doit pouvoir être capable de l'utiliser justement pour ramener de la paix, oui. Mais jamais sans méchanceté. Oui, tout à fait. Bah, c'est un outil. Jamais avec méchanceté. Oui, voilà. Comme tu disais tout à l'heure, la police, au final, on délègue notre propre violence à l'État pour que justement la police puisse faire usage de la violence qu'on devrait utiliser nous. Pour derrière. Après, évidemment, les primo-intervenants, si nous, on doit intervenir plus rapidement, en effet, c'est pas parce qu'on est méchant qu'on va défendre la personne qui se fait agresser ou qu'on se défend soi-même. Mais tu as raison, il y a beaucoup de verrous dans notre éducation actuelle. Alors, c'est pas une mauvaise chose, hein, c'est juste que on a tendance à toujours déléguer, à toujours va voir quand t'es petit, va voir la maîtresse, va voir machin, va voir... faut attendre,
Mais c'est une bonne chose qu'on s'en soit remis à l'autorité pour nous protéger. Ouais. Mais ça n'empêche pas la violence d'exister, parce que des fois on voit des gens qui se font agresser, ils vont prendre une gifle et ils sont choqués, ça leur est jamais arrivé. Ouais. Et ils ont vraiment du mal à digérer une action comme ça, quoi, tu vois. Ouais. Donc je pense que quand on s'engage dans la self-défense, il faut commencer à réfléchir à ça un petit peu. Complètement. Se dire, ok, la violence, commencer à regarder ça, à aborder ça, à essayer de se détacher un peu de ses émotions par rapport à ça. Et puis, il faut simplement regarder les choses en face. Voilà. Oui, je pense qu'on va faire la suite avec le sujet, mais en fait, on le voit quand tu fais des sparring, même légers, hein. Le débutant qui n'a jamais vécu la violence aura peur de donner des coups, va s'arrêter avant même de toucher son partenaire, ou alors quand il va prendre un léger coup, va parfois se frustrer complètement, se renfrogner, ou alors devenir complètement hystérique parce que voilà, il a choqué d'avoir reçu une légère pichenette. Et on en revient encore une fois, hein, pas de Krav Maga sans opposition, sans combat. Sinon on peut pas. On le verra tout à l'heure, mais je pense que c'est une des vraies bases. Question suivante. À ton avis, qu'est-ce qui différencie, et ça c'est intéressant, je trouve, qu'est-ce qui différencie le Krav Maga, enfin notre Krav Maga, on en parle encore une fois de. Ouais, en fait, disons, moi je vais parler du Krav Maga parce que le Krav Maga c'est ça, oui. C'est pas les autres. Oui, c'est vrai, ouais, t'as raison. Mais t'as raison de le préciser. Je parle, comme je l'ai dit en introduction, je parle du Krav Maga, quoi. C'est quand même du Krav Maga tel qu'il a été conçu. Oui, ouais, en fait, on ne devrait même pas préciser. T'as raison, on ne devrait même pas le préciser. C'est ça qui est fou. On est obligé de le préciser alors que on ne devrait pas, mais bon. Oui, c'est vrai. On va vu comme ça, on doit retourner la chose. Donc alors, qu'est-ce qui différencie donc le Krav Maga des autres disciplines dites martiales ou de combat? Alors, on a quasiment déjà répondu, mais qu'est-ce qui fait la fameuse différence entre vraiment un art martial pur, un sport de combat pur et le Krav Maga? Alors, moi, je suis depuis très très jeune, je suis passionné par les arts martiaux. J'en ai fait tout ce que je pouvais rencontrer quand j'étais gamin. J'ai essayé, j'ai pratiqué, donc j'aime beaucoup la richesse de tous les arts martiaux qu'on peut retrouver et les sports de combat aussi. Et ce qui m'a vraiment scotché dans le Krav Maga, quand je suis arrivé au Krav Maga, ce qui m'a plu, c'est avant tout, et c'est la réponse que je te donnerai, c'est la simplicité. Ouais. Le Krav Maga est basé sur des mouvements simples, réflexes, des mouvements qui sont courts et directs, parce que Imi, le fondateur du Krav Maga, qui lui a une expérience assez unique, c'est-à-dire qu'il a connu, donc son père était sportif, oui. Et lui il a baigné très tôt dans les sports de compétition. Il avait un très haut niveau en boxe anglaise, niveau européen, et en lutte. C'est un très bon lutteur. Il a fait beaucoup de gym aussi. Donc, si tu veux, il a connu la compétition à haut niveau. Il a eu cette expérience. Ensuite, avec la montée, donc, Imi a grandi en Europe de l'Est, à Bratislava, et avec la montée du nazisme dans les années 20-30, Imi est né en 1910. Donc, 30-40 même. Imi a connu beaucoup de bagarres de rue. Il a eu d'innombrables bagarres de rue. Donc, là, il a fait la différence entre le sport de compétition et les bagarres de rue. Et ensuite, avec son passé militaire, donc jusqu'en 64, il était dans l'armée. Et là, il a connu le combat militaire, quoi. Donc, si tu veux, il a eu tout ce temps pour former le Krav Maga. Et il s'est rendu compte que ce qui fonctionne en situation réelle, le truc de la situation réelle, c'est que il y a une composante qu'on n'arrive pas à vraiment reproduire en entraînement, c'est la quantité de stress. Oui. Ok. Quand ta vie est en jeu, là c'est tout ton système limbique qui prend le dessus, tes émotions, et il faut gérer ça. Et Imi s'est aperçu qu'en cas de stress, les choses sont les choses simples qui vont ressortir. Les mouvements le plus proches des réflexes et des mouvements simples. Donc il a basé tout le Krav Maga là-dessus en fait. Donc pour moi ça c'est le premier point qui est vraiment spécifique au Krav Maga et qui se différencie de tout ce qu'on peut retrouver. Après on a l'efficacité, mais il y a d'autres disciplines qui visent aussi l'efficacité. En Krav, l'efficacité c'est le but premier, il n'y a aucune recherche d'esthétisme, oui, tout concourt à l'efficacité. Et ce qui découle de ça, ce sont les principes. C'est-à-dire que les techniques sont construites sur des principes d'efficacité. Donc, par exemple, Imi s'est aperçu que
contre-attaquer le plus rapidement possible, ça donne de l'efficacité, c'est attaquer l'attaquant. Oui. Donc, on essaye toujours, quand on va faire une défense, de renverser la vapeur, parce que celui qui attaque a l'avantage, on essaie de renverser ça et d'attaquer l'attaquant. Voilà, donc ça, c'est un des principes. Frapper dans les zones les plus fragiles du corps humain, bon, bah, ça on le sait. Utiliser des mouvements directs simples, bon, j'en ai parlé. Et les défenses aussi, c'est-à-dire que les défenses sont basées sur des réflexes. Par exemple, contre un coup qui arrive, il y a deux types de réflexes. Il y a l'esquive, on s'enlève, ou on se protège. Et donc, dans le Krav Maga, on va retrouver des esquives. On va retrouver le fameux 360 degrés, par exemple, pour se protéger. Les étranglements aussi. Quelqu'un qui t'étrangle, le réflexe naturel, c'est de venir porter les mains à son cou ici. Bon, on a gardé ce mouvement réflexe, mais il est un peu amélioré pour faire la défense, la parade. Avec le compte simultané, le coup de genou simultané, tu vois. On retrouve les principes. Ou encore un autre principe qui est un peu plus subtil, on en parle moins, mais on le voit dans les techniques, c'est en fait, si tu veux, là je parle uniquement des défenses contre des frappes. Oui. Des attaques, ça peut être au couteau, au bâton ou à main nue. Mais si tu veux, tu peux faire face à quantité de frappes différentes. Ça peut être un crochet, un uppercut, un coup de poing direct. Le mec, il peut même te donner un coup comme ça, de haut vers le bas. Ça peut être une attaque en piqué avec un couteau, etc. Donc, on va retrouver, en fait, le type de défense va être toujours le même. En gros, l'œil devra analyser deux types de mouvements. Le mouvement peut être circulaire, on va arriver comme ça, comme un crochet, comme un coup de couteau, par exemple, circulaire, comme un coup de pied circulaire, un bâton. Bâton. Ou le mouvement peut être direct, c'est-à-dire il vient en ligne droite sur toi, comme un coup de poing direct, un coup de couteau piqué, un coup de pied direct, etc. Donc, à partir de cette analyse-là, mouvement circulaire, mouvement direct, on va retrouver des grands principes. En général, je dis en général, sur les mouvements circulaires, on va bloquer et rentrer, comme une attaque au couteau, je bloque, je frappe. Coup de bâton circulaire, je bloque, j'avance en ligne droite. Coup de pied circulaire, je bloque, je frappe au parti. D'accord ? Donc je bloque et je vais en ligne droite. Et sur un mouvement direct, on va dévier et s'effacer. Par exemple, le coup de couteau en piqué, tu vois, je dévie, je m'efface. Le coup de poing direct, je dévie, je fais une parade contre simultanée. Donc si tu veux, ça simplifie considérablement les réponses parce que tout est similaire en fait. Quand c'est un mouvement direct, je dévie, je désaxe. Quand c'est un mouvement circulaire, je bloque, je rentre. Voilà. Oui, c'est vrai. Tu vois ? On va le retrouver ça dans toutes les techniques, hein, quasiment. Donc voilà, on retrouve ces principes-là qui sont vraiment spécifiques au Krav Maga. Et malheureusement, pour les gens qui ne connaissent pas et qui ne comprennent pas le Krav Maga, ils ont l'impression que c'est un espèce de fourre-tout ou c'est un mélange de boxe thaï, alors que non, pas du tout. Alors bien sûr, on retrouve des techniques d'autres disciplines. Évidemment, il y a des techniques de jiu-jitsu, il y a plein de techniques de boxe, il y a des techniques de boxe thaï, de muay thai. Mais par exemple, la façon de frapper, la forme de corps du Krav Maga, la façon de frapper, c'est une façon de frapper pied-point, surtout avec Richard. Quand Richard a amené le Krav Maga en Europe, lui, il a inclus en plus son expérience de compétiteur de haut niveau. Il est champion de France en full contact, notamment, et en BF aussi, il a fait en muay thai aussi. Et du coup, il a amené dans la pratique une forme de corps qui est très boxe, oui. Mais avec les spécificités de la self-défense. Tu vois. Donc voilà. De toute façon, ce que tu disais, les grands principes, on les retrouve à chaque fois, notamment quand tu passes la ceinture noire. Après, moi je vois, je me dis, tiens, si on te saisit la main et qu'on t'attaque de ce côté-là, qu'est-ce que je ferais ? Bah, même sans voir la technique, en fait, la réponse, je la trouve quasiment à 90% parce que si tu suis le principe, tu peux pas trop te gourer. En fait, c'est ce que tu dis, ça devient logique. Ça devient logique et c'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on demande, pardon de te couper, c'est ce qu'on demande de plus en plus au plus haut gradé, à partir de la 3e Darga et au-dessus. Ouais. Tu as de moins en moins de réponses, parce qu'il y a tellement des questions d'angle et de placement qui peuvent être différentes, même en 2e Darga, on le voit avec les attaques sous tous les angles, et puis il faut toujours privilégier le mouvement simple plutôt que le carcan technique. Le programme technique, il est très important, c'est très important parce que ça t'aide à comprendre la simplicité dans les gestes et les principes du Krav Maga. Mais en situation dans la réalité, c'est ton instinct et la simplicité du geste qui doit primer.
Tu vois, parce que parfois, tu vas pas faire le truc scolaire exactement comme tu as appris, mais c'était le bon truc à faire. Tu vois. Oui, je comprends. Ouais. Et pour ça, il faut déjà apprendre la technique correctement. Oui, bah, encore une fois, Bruce Lee il disait d'abord tu apprends les règles, après tu hais les règles, be the rules, et après tu brises les règles. Et c'est ça en fait. En fait, c'est ça, c'est que tu t'appropries la connaissance. Voilà. Et une fois que tu t'es approprié la connaissance, elle est vivante en toi. Ouais. Tu comprends? Et c'est ça, les gens ont du mal à ça, parce que les gens ont besoin de... Souvent, les élèves, hein, quand ils arrivent, et même pendant longtemps, ils ont besoin de quelque chose de très scolaire. Bien sûr. Question A, réponse A. Question B, réponse B. Tu vois, clic-clac. Oui. Mais notre rôle en tant qu'enseignant, c'est au fur et à mesure à les amener vers quelque chose de plus spontané, tu vois. Mais pour ça, il faut d'abord apprendre le programme technique, tu vois, parce que ne pas apprendre le programme technique, ça veut dire qu'à ce moment-là, on va faire n'importe quoi. Oui, ça va trop dériver. Ça me rappelle la blague entre guillemets de Richard, enfin blague. Quand tu lui poses une question des fois au stage d'hiver, Richard, sur cet angle-là, là t'es fort, c'est ça ou ça, puis il te met la main sur l'épaule, il fait, tu connais la réponse. Et en fait, un classique de Richard. Maintenant, je le comprends en fait, parce qu'en fait, c'est applique les principes et tu verras que la réponse, tu l'as en fait. Mais en effet, à l'époque, moi je disais, mais question A, réponse A. Enfin, mais si cet angle-là, il est comme ça, puis si le mec, il arrive avec un angle de 3 degrés de plus ou de moins, et oui, après on peut. C'est pour ça, après, des fois, ça peut devenir absurde, parce qu'on va se prendre la tête sur un petit détail, un placement d'orteil, ça n'a aucun sens. Oui, ça. Mais j'insiste, hein, c'est important de connaître la technique hein, quand même. Il faut apprendre la technique, il faut d'abord l'apprendre, la comprendre et la maîtriser pour après pouvoir sortir quelque chose de plus spontané, tu vois. Oui. Ah bah, c'est important de comprendre la technique. Hein. C'est très très important d'aller dans ça. Oui, sans pas de compréhension, tu pourras jamais reproduire quelque chose qui est du Krav Maga au final. Oui, et puis moi j'irais même plus loin. Tu reproduiras difficilement quelque chose d'efficace. Oui. Parce que le Krav Maga, quand tu apprends la technique, ça t'aide à avoir une logique de mouvement efficace, par la simplicité, par les principes. Donc à force de répéter tout ça, tu commences à le sentir, à comprendre un peu mieux, puis après ta technique devient plus vivante. Oui, moins figé, oui. Moins figé en effet. Ouais. Ok, super. Et c'est ce qui est bien, c'est qu'au final je commence à... Ce genre de choses, plus j'avance dans le Krav Maga, plus je le perçois, je le comprends. Et c'est des choses qui... une vision, comme tu dis, qui évolue avec le temps. Deuxième grand chapitre, donc le fameux... On arrive dans le vif du sujet. Le Krav Maga face au combat réel. Alors, c'est une grande question d'Internet. Le Krav Maga forme-t-il réellement au combat contre un adversaire résistant et imprévisible, ou est-ce trop codifié? Les fameuses chorégraphies, bon après on va pas se je comprends tout à fait la question. Ouais. Alors pour répondre à la question, c'est le but. Le but du Krav Maga, bien sûr, c'est de former au combat contre un adversaire résistant et imprévisible. C'est vraiment totalement le but. Ceux qui pensent que c'est trop codifié, ça vient, à mon avis, d'une méconnaissance du Krav Maga, justement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes les premiers à dénoncer les pseudo-courants de Krav Maga qui n'ont pas compris ça, quoi, et qui nous font du tort. Le but du Krav Maga, c'est de pouvoir s'adapter en permanence à la plus grande variété de situations possibles. Et on doit s'adapter. On ne peut pas sortir quelque chose de codifié dans une situation de réelle, parce que ça part n'importe comment et dans tous les sens. Ouais. Tu ne peux pas reproduire quelque chose de codifié A, B, C, sauf au début, sur la première action. Oui. Okay, le mec, il t'étrangle, là, tu peux faire ta défense parce qu'il t'étrangle, donc il a les mains. Mais après, on rentre dans le combat et on va devoir s'adapter en permanence. Pour ça, d'ailleurs, c'est ce que j'ai voulu faire passer comme message dans la démonstration que j'ai faite, pas là en 2025, mais en 2024, au Festival des Arts Martiaux, à l'Accor Arena. Ouais, on avait donc en fait j'ai fait la démonstration que j'ai faite, c'était mon partenaire donc choisit des armes ou à main nue, peu importe. Moi je suis de dos, au signal je me retourne et là j'ai une seconde pour analyser ce qui se passe et il m'attaque plein pot. Voilà, et l'arme était choisie par quelqu'un du public pour pas qu'il y ait de triche, les gens comprennent bien. Et en fait c'est le but du Krav, on doit être capable de s'adapter. T'as une fraction de seconde pour t'adapter à une attaque
inconnue, ça peut être un coup de bâton, ça peut être une menace, ça peut être un coup de poing, ça peut être une saisie. Voilà. Donc c'est vraiment le but du Krav d'être capable de s'adapter à l'inconnu justement. Et c'est l'inverse de codifier. De codifier, ouais. Après, je pense que cet aspect codifié, peut-être qu'il le reproche de par alors, comment dire, les enchaînements que tu peux avoir sur du parade compte, par exemple. Mais ça, c'est oublier que faut bien pratiquer des gammes pour pouvoir apprendre quelque chose. C'est comme en boxe anglaise. Ce que je disais à un mec de boxe anglaise, il me disait, ouais, mais vous faites du 1, 2, 3, 4, 5. Et je dis, mais en boxe anglaise, vous aussi, avec les pattes d'ours. Oui, Vous faites du jab cross, esquive. Qu'est-ce que tu veux dire tu peux m'expliquer ce que tu veux dire quand tu dis vous faites du 1, 2, 3, 4, 5 comment tu vois les choses? Parce que je comprends pas en fait. En fait, c'est leur principe, si tu veux. Ce qu'ils reprochent, c'est dans certaines démonstrations, alors, Krav Maga, enfin, le vrai ou les autres, ils disent qu'en gros, le partenaire, souvent, on va dire, donne un coup et l'autre enchaîne sur un partenaire. Ah, le partenaire te laisse faire? Par exemple, où le gars va pouvoir enchaîner. En soi, moi, ce que je réponds à ça à chaque fois, c'est que faut pas confondre un apprentissage d'une mise en situation plus ou moins réaliste. C'est comme en boxe anglaise, forcément que en boxe anglaise, tu vas, ou même peu importe en judo, peu importe, quand tu vas vouloir pratiquer ta technique, tu vas forcément pratiquer avec un partenaire qui veut que ça marche. Tu vas tenir les pattes d'ours, il va te faire ton jab cross, supercut, bref, tu vas faire ton 1, 2, 3, 4, 5 entre guillemets de boxe anglaise. Et après, quand tu vas vouloir le mettre en sparring avec le mec qui va pas vouloir le recevoir, évidemment que ça va être plus compliqué. C'est une logique imparable et c'est ça que je trouve. Ça n'a rien à voir avec la self-défense ou peu importe la discipline. C'est commun à n'importe quelle discipline. Je suis complètement d'accord avec toi. En fait, si tu veux, lorsqu'on fait il y a deux choses. La première chose, quand on fait des enchaînements, alors on fait peu d'enchaînements codifiés en disant bon, tu mets la gauche, après tu mets la droite, après tu mets un crochet, après tu mets un genou. On fait peu ça en fait. Hein. Oui, en plus, Par contre, on va souvent faire des enchaînements libres, c'est-à-dire, mais le partenaire se laisse faire, il bouge pas, et pam, là on va travailler. Mais ça, comme tu l'as très justement dit, c'est un exercice pédagogique qui va nous permettre de travailler des qualités qu'on pourrait pas travailler sinon. Ça me permet de travailler ma précision, que tous les coups arrivent bien sur cible correctement, le poids de corps, les distances, toutes les cibles différentes que je vais donc alterner au bas, etc., frapper au parti, etc. C'est un exercice qui nous permet de développer beaucoup de qualités. Et tu l'as dit aussi très justement, ça c'est un exercice en coopération, pas en opposition. Oui. Et on va retrouver ça dans les sports pied-point, comme les pattes d'ours exactement. Quand tu fais travailler quelqu'un la patte, tu lui demandes par exemple gauche-droite crochet, il travaille, toi tu lui tiens les pattes et il répète ça sur le gars qui se laisse faire à la patte. Il n'y a pas d'opposition là. Tout à fait. Donc c'est le même genre de travail. D'ailleurs, on travaille aussi à la patte, patte d'ours au crâne. Hein. Donc c'est le même genre de travail et c'est un travail qui est important, mais insuffisant évidemment. S'il n'y a pas une dimension d'opposition, si on fait que du travail en coopération, ça va pas fonctionner. Vrai. Mais c'est pour ça que le partenaire, souvent on voit dans le Krav Maga que le partenaire se laisse faire. Donc ça c'est une première raison. C'est dans les exercices de combat. Par exemple, il me donne un coup de poing, je sais pas ce qu'il donne, hop, je fais ma parade contre, j'enchaîne. Et là, il se laisse faire. C'est un exercice pour travailler les qualités dont j'ai parlé. Maintenant, on pourrait faire la même chose, et on fait la même chose, il donne le coup de poing, je fais mon parade contre, et là, on est dans le combat. Oui. Parce que je vais travailler une technique spécifique. Ça, on le fait aussi. Par contre, le deuxième type d'exercice qu'on fait quand le partenaire se laisse faire, et la raison est différente, c'est sur les exercices de saisie ou les attaques franches. Par exemple, il m'étrangle. Oui. Ok. Donc quand il m'étrangle, moi je vais faire dégrafer les mains et je donne un coup de genou aux parties simultanées. Là, il se laisse faire. Et ensuite, je vais enchaîner, je vais lui mettre un coup de coude et un autre genou. Okay. Ça, c'est un premier point. Un autre point, il donne un coup de couteau, de haut en bas. Okay. Je fais ma parade et mon contre simultané au visage. Oui. Ok. Et là, ensuite, il continue pas son attaque, il se laisse faire. Mais pourquoi on fait ça? Parce que c'est impossible de faire de l'opposition, et je vais expliquer pourquoi, avec ces exercices. C'est impossible. Pourquoi? Dans le cadre de l'étranglement,
il m'étrangle. Quelqu'un qui t'étrangle, il a les deux mains sur ton cou, il est à distance courte. Je vais faire un dégagement d'étranglement et un coup de genou au parti. Je vais le toucher. Bien sûr. Le mec, il m'étrangle, je vais le frapper au parti. S'il est de profil, je vais lui mettre un uppercut, mais je vais le toucher, c'est obligé, parce qu'il est complètement ouvert. Bien sûr. Dans le cadre de l'attaque au couteau, c'est une attaque franche. Il vient ici, il vient me donner le coup de couteau. Je vais parer et je vais contrer en même temps. C'est un contre simultané. Je vais le toucher. C'est comme en boxe. Les pires coups dans les sports de combat, ce sont les contres. Le mec attaque et le défenseur lui met un coup en contre. Ouais, parce que tout le poids est vers l'avant. Bien sûr. Et on prend le coup plein pot voilà, dans la face. Donc, si tu veux, dans ces exercices-là, des exercices plus typés self-défense, on va dire, même si tout est self-défense en vrai, oui. Mais là, on peut pas travailler en opposition. Si on veut le faire, parce que ceux qui essayent de le faire avec un casque, on peut pas le faire réellement. Parce que même quand le gars t'attaque et te donne un coup de couteau ici, il se livre. S'il a un casque et toi tu as des mitaines, si tu lui mets vraiment la patate, tu vas lui faire une fois. Parce que tu vas lui faire mal. Et la deuxième fois, il va t'attaquer comme ça. Il va plus vraiment t'attaquer. Il va pas s'engager dans l'attaque. Oui. Parce que ça fait pas mal. Parce que l'autre arrive de tout son poids, tu lui mets une grosse droite dans la tête. Ça, c'est une vidéo, ça, d'ailleurs. Oh, ben oui. C'est pour ça que là, dans ces cas-là, on travaille en coopération. On travaille pas en opposition. On va travailler en opposition dès qu'on est dans la partie combat. Combat, ouais. Je vais distinguer les trois aspects là. Mais j'en parle dans mon bouquin, mais pour que les gens comprennent bien la dimension du Krav Maga. En fait, la partie combat, on l'a dit, c'est au cœur du Krav Maga, c'est un aspect central. Mais c'est loin d'être le seul aspect d'une situation réelle. Bien sûr. On a d'abord, on a tout ce qui est avant la bagarre, les menaces. Okay. Donc l'agresseur est face, il te menace. Ça va peut-être pas aller au combat. Peut-être qu'il va juste insulter et puis ça va finir là. Ou voilà. Toi déjà là, tu as des trucs à apprendre, comment te placer, comment te protéger, comment prendre ta distance, etc. Tout ça, ça fait partie de l'enseignement, les menaces. Après, si on va un peu plus loin dans les menaces, tu as la première action, première attaque. Ça peut être, voilà, là on est en position neutre, on n'est pas en garde encore. Là ça s'embrouille, tu es en position neutre, tu as les mains basses, ou tu peux avoir les mains là, c'est mieux. Si tu te mets un peu de trois quarts, c'est mieux. Tout ça aussi, ça s'apprend. Et là, peut-être qu'il y a un premier coup qui va partir de sa part. Ou peut-être qu'il va te saisir. Il va t'étrangler, il va t'attraper, il va t'attraper au col, et peu importe, tu vois. Donc là, il faut savoir réagir. Donc tout ça, là, c'est la première action. Et dans la première action, c'est là où les self-défense, en général, sont très pointus. C'est-à-dire, soit démarrer le premier, attaquer le premier, donner le premier coup, sans se faire voir, soit se défendre sur un premier coup qui arrive. Et après, si ça va plus loin, après la première action, donc il m'a saisi, ouais. On arrive au combat, on est dans la bagarre. La feinte, on est en garde, il y a des déplacements, etc. Tu vois. Donc, ce qui distingue les self-défense, vraiment, c'est normalement, hein, une bonne self-défense, c'est de travailler sur ces trois aspects-là. Il y a beaucoup de self-défense qui oublient le combat. Tout à fait. Ouais. Tu vois, qui sont prévention et première attaque, première action. Bien sûr. Et en Krav Maga, non, comme on l'a dit, le combat, c'est vraiment le cœur du système. Donc, parce que tout est combat, en fait. Parce qu'une agression, ça peut arriver, ça peut se finir sur la première partie, les menaces, mais ça peut aussi se déclencher directement. Il n'y a pas eu de menace, le mec il t'attrape, ou le mec il t'envoie une patate, c'est sur la première action. Et parfois, ça arrive, on est juste sur le combat. C'est-à-dire que ça s'embrouille très vite et ça devient tout de suite en bagarre, tu vois. Et là, tu es dans la partie combat. Mais très souvent, ça va pas au combat. Une première action, une patate, poum, ça tombe, ou ça se finit là, ou l'autre part, etc. Tu vois. Le combat n'est pas forcément ce que j'appelle le combat, c'est-à-dire la bagarre, hein, n'est pas forcément toujours présent. Oui, on revient même, Alexandre Roscoe le disait très bien, on revient en arrière, c'est-à-dire, il différencie, enfin, il dit la self et le combat. En gros, la self, tout ce qui est saisie, technique, etc. Tu le vois dans les combats de rue, hein, ça s'emploie une première fois, bon, il y a un coup qui part, ça part en bagarre, l'un tape sur l'autre, ça se ressaisit, donc ressaisit, on revient aux techniques pures, hein, il te saisit au corps, boum, qu'est-ce que tu veux, enfin, après, il te saisit plus, ça part au sol, bref. Il y a des phases de combat, des phases de saisie, des phases d'après, ça se retoie, ça se remenace, enfin, c'est très, très vivant. Et on est en train de dériver sur les prochaines questions, mais en effet, ouais, là, comme tu le dis, on le verra tout à l'heure, mais beaucoup de critiques visent, alors, pas le Krav Maga, mais la self-défense en général, parce que, comme tu disais, c'est une question d'après, mais la troisième partie, la partie combat, est souvent éludée. On verra sûrement tout à l'heure, mais je pense que c'est des grosses facettes. Mais même récemment, là, on a vu, tu vois, sur la partie... En fait,
Le combat, donc, il doit tout le temps en avoir du combat. Hein. Ça doit, dans chaque entraînement, on doit faire un petit peu de combat. Tous les clubs, même chez nous, s'il y en a un, mais tous les clubs de self-défense de Krav Maga qui font pas de combat, c'est vraiment pas bon. Ouais. Ça se voit. On a vu une vidéo l'autre fois sur Karaté Bushido où tu as un prof de Krav qui est bien connu, pas chez nous, oui, qui amène 2 élèves à lui ou 3 élèves. Mais je veux pas critiquer les gens, c'est facile de critiquer, mais le niveau en combat, il était vraiment pas bon, quoi. Ils étaient contre un gars qui fait du mouet, je crois, du mouet ou du MMA, je sais plus. Super gentil en plus, le combattant en face, tu vois. Super. Sympa et tout, mais bon, ça m'a fait de la peine, quoi, quand je vois ce niveau de combat, tu vois. Je dis, mais c'est pas ça le Krav Maga, tu vois. On est d'accord. C'est le problème qu'on a, hein. Vraiment. C'est le problème. Je vois très bien de quelle vidéo tu parles. Je l'ai vu et je me suis dit la même chose. Bref, c'est. Oui, chez nous, hein, au sein de la Fédé, là, à chaque fois, ça fait mal au cœur, quoi. Tu vois, les instructeurs, les hauts gradés, quand on voit des choses comme ça, on voit des pseudo-experts, des gens qui reçoivent des 7e degrés, 7e dan, et ils montrent des techniques qui ne sont pas du Krav Maga, quoi, tu vois. Ils n'ont pas compris le Krav Maga, c'est un truc de fou. Ouais. Mais c'est la législation qui est comme ça. Voilà, aujourd'hui, c'est-à-dire que le terme Krav Maga n'est pas protégé. Oui. Et comme la fédération de karaté a la délégation, et que le Krav Maga, c'est pas du tout dans leur ADN, quoi. Hein. Oui, quand on les a intégrés en 2005, notre but, c'était de pérenniser la discipline. Mais on est parti en 2011 parce qu'ils faisaient n'importe quoi avec notre discipline. Donc, ils ont gardé la délégation auprès du ministère et ils ont créé des sections de Krav Maga. Ça a fleuri un peu de partout. Bien sûr. Et alors, je dis pas que tous les instructeurs sont mauvais. Ça dépend vraiment de l'instructeur. C'est-à-dire qu'il y en a qui font l'effort de se former et qui sont sincères, en fait, encore une fois, et qui travaillent. Tu vois. Mais voilà, aujourd'hui, pour être ceinture noire, je crois que c'est 3 ans là-bas, et c'est donné dans les clubs. Tu vois, contre 6 ans chez nous, avec des examens nationaux, avec des examens qui sont difficiles, parce que le programme est chargé. Encore une fois, je cherche pas à critiquer, hein, mais moi j'aime le Krav Maga, et ça me désole de voir ce qu'il est devenu à côté. Parce que c'est pas ça le Krav Maga, donc il faut le dire. Ouais, et puis surtout quand c'est estampillé Krav Maga, que ça va dans le même sac, et que... C'est ça. Que monsieur tout le monde se dit, en fait, on est les premiers à comprendre quand on voit ce genre de vidéo, oui, forcément que ça évoque critique. Bon, après, ceux qui connaissent sauront, quoi, mais bon, faut-il savoir. Question suivante, alors on y a quasiment répondu, mais est-ce que le Krav Maga forme plus des techniciens ou des combattants? Quelle est la différence entre les deux? Alors, je pense que ça dépend de celui qui pratique, comme toujours. Ouais. En fait, c'est le système aussi qui veut ça, parce qu'on a un système de ceinture avec des examens, et les examens sont en effet très codifiés, parce qu'un examen, il vient valider une connaissance technique, pas d'efficacité. Il vient valider une connaissance technique. Parce qu'on ne peut pas valider l'efficacité de quelqu'un. Ce serait très présomptueux. Déjà, tu ne sais jamais comment les gens vont réagir en situation réelle. Mais par contre, on valide des connaissances techniques. Il faut bien faire la distinction. Et le pratiquant lambda, quand il vient au Krav Maga, il veut bien faire, ça part d'une bonne intention, il veut progresser, donc il veut apprendre les techniques. Et puis, il y a aussi une volonté de se rassurer en connaissant, parce que souvent les gens viennent pour apprendre à se défendre, pour avoir un sentiment de sécurité. Ouais. Donc, bien apprendre la technique, faire exactement ce que le prof lui dit, c'est une bonne chose, tu vois, pour un pratiquant. Mais l'objectif peut dévier, c'est-à-dire, plutôt que de rechercher l'efficacité, on peut en venir à rechercher le grade. Donc, on va tout faire, tout ce qu'on va faire, c'est pour obtenir le grade. Plutôt, et ça crée une différence profonde. Parce que si je m'entraîne pour être efficace, c'est pas pareil que si je m'entraîne pour obtenir mon grade. En fait, il faut s'entraîner pour être efficace, en s'imprégnant le plus possible des techniques, en écoutant les conseils d'instructeurs. Et le grade vient couronner l'efficacité. Tu vois, c'est une conséquence. Une conséquence. C'est ce que je dis à chaque fois. Ouais. Donc, faut pas oublier le but premier. Le but premier, c'est vraiment d'être efficace.
Et si on a le grade, tant mieux. Si on n'a pas le grade, tant mieux aussi. Parce que l'examen a permis de mettre en lumière ce qui n'allait pas, et ça va nous faire progresser, ça va nous rapprocher de l'efficacité, tu vois. Oui, oui, oui. Parce que quand on s'entraîne pour le grade, si on n'a pas le grade, c'est une catastrophe. Tu vois, les gens, de plus en plus aujourd'hui dans notre société, les gens ils veulent tout de suite. Et chez nous, le programme il est quand même difficile, tu vois. Donc, Oui, oui. les gens qui n'ont pas le grade, il y en a, c'est une catastrophe. Mais non, c'est pas une catastrophe, c'est une bonne chose. Ouais. Parce que ça te rapproche de ton but qui est d'être efficace. Et si tu n'avais pas eu l'examen là, tu ne le saurais pas. Tu comprends ? Fait, Donc d'avoir fait l'examen, ok, tu as eu un stop, bah, plutôt que de le prendre comme un échec, c'est pas un échec. Tu prends-le comme, ah ok, bah, j'ai mis le doigt sur quelque chose qu'il fallait que j'améliore. C'est comme en combat. En combat, quand tu prends un coup, oui. En combat, à l'entraînement, je parle, dans les cours, bien sûr. Pas dans la rue. Hein. Mais quand tu apprends, bah, tu prends un coup. C'est un enseignement. Tiens, ce coup est passé. Ok, c'est intéressant. Comment ça se fait ? Refais-le, s'il te plaît. Je vais faire ma parade. Okay. Et grâce à ça, dans cette attitude, je vais m'améliorer. Quand je prends le coup, je le vis comme un échec personnel. Ah, je suis pas bon, il est meilleur que moi. Je rentre dans de la tension, de la crispation. Je progresse pas. C'est un manque de... Tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est important, l'état d'esprit, de rester humble et on se fera toucher en combat. Ceux qui se font pas toucher, c'est ceux qui font pas de combat. Oui, c'est clair. Ça, c'était une des critiques aussi. Alors, on dérive un petit peu, mais en fait, c'est une critique aussi qui est faite à la self. Tu as l'impression que si tu pratiques la self et que tu ne prends que ne serait-ce que un pouillem ou un petit coup, alors ça y est, ça remet en question toute ta self. Je dis, mais j'en parlais avec des boxeurs, je dis, mais les gars, cite-moi un boxeur qui a jamais pris un coup en combat. Et pourtant, ces techniques, elles marchent. Hein. Ses esquives, elles marchent, ces trucs, ils marchent. Son catch, il marche. Et s'il prend un coup, ça ne veut pas dire que son catch ne marche pas. Ça veut simplement dire qu'il l'a pas vu venir ou que. Enfin bref, mais tu as l'impression qu'en self, tu n'as pas droit à l'erreur. Regarde dans la vidéo, il a pris un coup, donc ça veut dire que sa self ne marche pas. Les gars. Ouais, c'est vrai. Bref, ça m'a toujours fait tiquer ce genre de principe, mais bon. Est-ce que aussi, t'as des instructeurs qui ont vendu, et je comprends la réaction épidermique des pratiquants de sport combat aussi, parce que quand t'as des instructeurs qui vendent la self comme un truc, oui, miracle, devenir invincible, tu vas être un super héros, t'es une nana et tu vas éclater 3 agresseurs avec des couteaux. Tu vois, il y a la faute aussi à ces gens-là, quoi, parce que c'est mentir aux gens et je comprends les gens qui sont sincères et qui connaissent les arts martiaux et quand ils entendent ça, c'est des mensonges, quoi. Bien sûr. Donc c'est insupportable. Et surtout quand t'as un gars qui fait pas de combat et qui se la joue en face et qui prof, c'est clair que c'est un charlatan, le gars. Le fameux mec en treillis dont on parlait tout à l'heure. Ouais, voilà. Treillis tatou. On arrive justement sur un peu le même principe. Alors, je parle pas que du Krav Maga de manière très générale, là, mais beaucoup d'écoles de self-défense. Moi, je sais qu'avec mon Krav Maga Traveling, j'aime bien aller voir un peu ce qui se fait à droite à gauche. Je participe à beaucoup de stages, différentes disciplines, et j'ai remarqué que beaucoup d'écoles de self-défense, donc qui sont estampillées self-défense, évitent, alors on en parlait tout à l'heure, évitent le combat, mais également évitent des fameuses mises en situation réalistes. On s'approchera jamais de la réalité pure, mais des Blackman, des mecs équipés, à casque, etc. Des drills sous stress, voire du combat libre. À ton avis, pourquoi est-ce que certaines écoles ou courants de self, Krav, évitent ce genre de choses? Alors, à mon avis, les mises en situation et les drills sous stress, c'est vraiment avec précaution et dans certaines situations. C'est bien pour changer tes repères quand tu connais la technique, pour améliorer ton focus, ta vision périphérique et ancrer ce que tu sais déjà faire dans quelque chose de plus concret, on va dire. Mais par contre, il faut faire attention avec ces jeux parce que ça peut te donner une illusion d'efficacité. D'accord. Parce que tu vas réussir un truc où je suis en situation réelle. Non, mais t'es pas du tout en situation réelle. Oui, jamais. C'est un faux stress en fait. T'as un stress parce qu'on te fait faire des exercices cardio, tout ça c'est bien. Hein. Oui. Donc du coup,
tu vas faire un peu de cardio, on va t'attaquer à droite à gauche, tu vas être un peu en alerte comme ça, et d'un coup, tu as une menace pistolet. Et là, effectivement, tu vois, ta motricité est un peu moins bonne, donc et tu vas faire un peu plus de bêtises. Donc, c'est intéressant quand tu maîtrises la technique. Bien sûr. Mais on est à des années-lumière d'une situation réelle, hein, parce qu'il n'y a pas la peur. Parce que même si les gars en face, ils te cartonnent, tu as un casque, un plastron, ouais, ok, tu as un petit stress. Mais c'est pas du tout pareil que quand ta vie est en jeu. Complètement. Et ce qui se rapproche le plus de toute façon d'une situation réelle, c'est le combat dur. Ça, pour moi, les mises en situation, c'est un problème parce que ça peut être un problème, ça dépend comme c'est fait, parce que ça peut donner une illusion d'efficacité. Premier problème. Deuxième problème, souvent les gens, quand ils ont les plastrons et les casques, eh bien ceux qui vont taper, ils vont donner des coups poussants parce que ton coup, quand tu vas taper fort, il va pas être impactant. Et l'autre va continuer à t'attaquer comme un bourrin, malgré les coups. Parce que tu vois, si tu frappes sec, mais le mec, s'il a le plastron, tu le frappes au corps, il va pas te sentir, peut te sentir. Ouais. Donc, il va continuer à t'attaquer. Du coup, ce que font les gens, c'est qu'ils donnent des coups poussants. D'accord. Après, tu vois, ils poussent, ils mettent des coups poussants. Ça, c'est un gros problème, parce que un coup poussant, c'est pas bien. Donc, voilà, il y a ces deux écueils à éviter. Je pense qu'il faut le faire un peu, de temps en temps, pour changer les repères. Et puis pour voir ce que ça fait quand effectivement tu es fatigué et pour entraîner ta vigilance. Oui, ne pas baser par contre sa pratique là-dessus. Ah non, parce que ça c'est vraiment un faux sentiment, un faux sentiment de sécurité et une illusion d'efficacité. Et puis ça peut donner aussi, je te dis, des mauvais réflexes, quoi. Ouais. Tu vois, donc pour moi, de toute façon, ça c'est du jeu pour moi. Pour moi, le vrai travail, c'est comme dans tout apprentissage, la répétition. Oui. C'est la répétition avec de l'intention. Tu vois. Oui. Donc, c'est des trucs chiants. C'est-à-dire, tu vas répéter encore et encore les mêmes gestes. Ton partenaire, il t'attaque. C'est comme ça que tu fais tes voies, là, neuronales. OK? Et c'est comme ça que tu as le plus de chances de sortir la bonne technique au bon moment. Tu vois. Et voilà. Le problème, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Dès que tu as un gars avec des plastrons, des casques, il sent plus les coups. Oui. Et ça fausse tout. C'est pour ça qu'il y avait eu, à une époque, tu vois, il y avait eu Greg MMA là, qui avait fait des vidéos. C'était vachement intéressant, mais à un moment donné, ils avaient mis un casque, tu vois, et donc tu avais un type à distance courte qui gueulait un peu et qui attaquait au couteau comme ça. Oui. Il était avec deux autres personnes, je me rappelle plus qui c'était. Et en face, donc, tu vois, à un moment donné, il y en a un qui a fait une parade contre simultanée dans le casque, mais il a pas tapé fort. Oui. Parce qu'il voulait pas lui faire mal. C'est normal. Ouais. Tu vois. Et ça change tout parce que si tu enlèves le contre simultané à une technique, ce n'est plus du Krav Maga. Oui. Parce que ça ne va pas fonctionner. Parce que pour que ça fonctionne, la technique, il faut que tu fasses mal à la personne en face. Parce que tant que le gars n'a pas mal, il va continuer à t'attaquer. C'est normal. Tu comprends ? Donc, il faut créer, moi je dis souvent ça, il faut créer de la douleur pour sortir l'agresseur de son focus, de sa transe. Tu dois lui faire mal. Parce que si tu lui fais mal, tant que tu lui fais pas mal, il est focus sur toi et il veut te détruire. Mais si tu lui fais mal, tu vas peut-être gagner 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, parce qu'à un moment donné, il va être focus sur sa douleur. Tu vois. Donc, on en revient à ce que je te disais. Les travailler avec les casques, c'est bien. Mais malheureusement, faut faire attention, c'est un faux travail. Moi, je le fais souvent dans les stages, quand je fais des stages avec des gens qui connaissent pas le Krav Maga. Ouais. Je demande à un mec de costaud, en général, de m'attaquer plusieurs fois au couteau. Bam, bam, comme ça. Ouais. Et donc, je fais d'abord la parade. Et là, il m'attaque plusieurs fois. Et après, quand il m'attaque, je fais la parade contre simultanée et je tape un peu fort à la poitrine. Oui, pas trop fort, mais un peu fort. C'est jamais arrivé qu'il y ait 2 attaques de suite. Le mec m'attaque. Tu vois, le choc, l'impact, et c'est juste à la poitrine et c'est pas hyper fort. Hein. L'impact arrête le mouvement. Tu vois, il a pris un contre, le gars. Donc, j'imagine, je l'ai jamais fait, mais par contre, on a des témoignages de personnes qui l'ont fait. Et au visage, ça marche encore mieux, quoi. Donc voilà, travail avec les casques, tout ça, voilà. Et pour répondre aussi à une critique souvent qui est faite, si tu enlèves le contre simultané, si tu enlèves la douleur
La technique du Krav, c'est plus du Krav Maga. Non. Non. Il faut que le contre fasse mal, il faut qu'il marche. Parce que s'il marche pas, bah, effectivement, là, tu as un problème. Pourtant, il faut c'est. En fait, j'en parlais de ça parce que récemment, je suis parti faire un stage de mise en situation. J'en fais un tous les X mois, années, quand il y en a qui se présentent. C'est des stages qui sont très bien faits par une autre organisation. Alors, c'est des stages où tu sais pas tu sais pas ce qui va t'arriver, tu sais pas comment ça va bouger, etc. Et ça bouge en fonction de ce que tu vas faire. C'est des instructeurs qui sont formés, qui sont un peu un jeu d'acteur, si tu veux. Et les mecs, par exemple, moi, ma première chose que j'ai eu à faire, c'est on dit, bah tiens, tu vas voir des amis, ils sont là-bas, au bout du couloir. Bon, bah, tu vas au bout du couloir, et là, tu vois un père et son fils qui se hurlent dessus, bref. Et en fait, suivant comment tu vas réagir, tu peux très bien aller cartonner les types, essayer de les ceinturer, essayer de les enlever, et suivant ce que tu vas faire, la situation va dégénérer ou pas. Là, j'essaie de négocier, ça marche pas, j'ai dû sortir le type. Après, tu as une autre personne qui vient te voir, qui commence à essayer de t'embrouiller. Suivant, si tu réagis mal, elle va te saisir. Si tu arrives à désamorcer, elle va entre guillemets partir. Et des fois, tu as des personnes que tu veux essayer de désamorcer, mais tu vois que le mec met la main à sa poche, etc. Bref, cache un couteau, peu importe. Et c'est toujours une variabilité. Tu es équipé avec des gants, tu as un protège-dents, et des fois, tu as des mecs qui ont pour consigne, en effet, d'aller pleine balle, te faire croire que tu peux désamorcer, et en fait, monter jusqu'à la bagarre, et après, c'est une sorte de combat dur. Et dernière mise en situation que j'ai fait, c'est ce qui s'est passé, en fait, c'est que je m'étais dit, bon, allez, quand il y aura forcément des Blackman, je ferai du combat debout, je ferai ci, je ferai ça. Et je me suis dit, c'est l'objectif. Arrive, on était par deux, mon collègue se fait sauter dessus par un Blackman qu'il a pu avoir arrivé, moi je vérifie ma zone, tout va bien, je dis à mon collègue, attention, il y a un Blackman qui arrive sur toi, il n'a pas le temps de le voir, il se fait choper. Je vérifie une dernière fois derrière moi, personne. Je vais pour aider mon collègue, mais comme tu dis, le mec, je me suis dit, je vais pas lui mettre un penalty en pleine tête, c'est un collègue qui est en Blackman, d'accord, mais c'est un collègue, donc j'y vais à 20-30%, donc forcément le mec avec son plastron, bah, c'est des chatouillis si tu veux. Donc au final, compliqué d'être très efficace sans faire mal aux partenaires derrière. Mais non, tu peux pas, personne fait ça, sauf si t'es psychopathe, quoi. C'est ça. Et je me suis fait agresser par un deuxième Blackman qui est très très bien caché dans le décor. Et j'ai pris un premier coup parce que le mec, en gros, lui, dit aller à pleine balle. Donc bon, il s'approche sur moi, boum, j'envoie un gros coup de pied direct au parti. Poc, j'entends un poc, je me dis, ah, coquille. Et le mec me fonce dessus. Et je me dis, bah non, j'ai. Et le mec, il s'en fout parce qu'il a la coquille. J'ai un gros Loki qui s'en fout. Il me saisit, il m'en met au sol. Premier réflexe que j'ai, je mets une garde de côté. Je fous les doigts dans les yeux, sauf qu'il a des lunettes derrière de protection. Donc le mec, je lui dis à l'oreille, doigts dans les yeux, et je fous mes doigts vraiment juste aux lunettes. Et le mec continue de me frapper. Alors je lui éclate les parties, je ponte, je refous les doigts dans les yeux plus profondément, et il s'arrête pas. Au final, je fais pied-hanche, pied-tête, et l'instructeur arrête. Et à la fin du stage, j'ai dit à l'instructeur, je dis c'est super, ça c'était très bien comme situation. Au final, je voulais faire du combat debout, bah, ça finit au sol. Et mes réflexes de Krav Maga sont très bien sortis, et j'en suis très fier. Mais c'est ce qu'on disait, c'est que, je suis désolé, un mec lambda, tu fous les doigts dans les yeux, il y a un moment, j'ose espérer que j'aurais peut-être une seconde ou deux de répit. Quand je lui éclate les parties... Tu peux te dire le coup de pied au parti, peut-être qu'il l'a mal pris, mais bon, là, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Parce que le coup de pied dans les côtes au sol, il l'a pas senti, le coup de pied au parti, il le sent pas, les doigts dans les yeux, il le sent pas. Mais je te dis, c'est vraiment la limite, et c'est pernicieux parce qu'on s'en rend pas compte. Ouais. Et c'est pour ça que, alors, ça dépend de l'objectif pédagogique. Si l'objectif pédagogique, c'est de cramer les élèves, c'est très bien. Il va se faire attaquer par un mec équipé plastron, casque, l'autre il va y aller, il va taper dans le plastron comme un malade, des coups poussants, ça va être fatigant, etc. Mais attention à pas le faire souvent parce que justement tu vas perdre vraiment un aspect important. Ouais. Quand tu mets un coup, il faut que ce soit un coup qui soit explosif, pas un coup qui soit poussant. Ouais. Voilà, et ça peut donner un faux sentiment, une illusion d'efficacité. Ouais. Par contre, c'est intéressant encore une fois alors là où c'est intéressant, c'est dans la procédure. Quand tu es dans une situation comme tu as décrit, j'arrive. Ok, quelles sont mes priorités? Où est-ce que je regarde? Ça, mais là, on n'est pas dans la technique. Non. On est dans l'aspect, le premier aspect, ce qui est menace, prévention. Bien sûr. Et comment je dois bouger, comment je dois faire, tout ça, oui. Par contre, pour la partie technique, ça peut donner des mauvaises habitudes. Pour moi, de toute façon, et ça c'est valable, tous les meilleurs dans tous les domaines,
tu répètes tes bases. Tout le temps. Tu répètes tes bases, tu répètes tes bases, tu répètes tes bases, tu répètes tes bases. Coup de pied. Tu vois, il y a un témoignage, un policier qui s'en est sorti contre une altercation au couteau. Ouais. Il a mis un coup de pied direct. D'accord. Le mec a foncé sur lui avec un couteau. Et il m'a dit, c'est un prof de Krav, il m'a dit, il a mis un simple coup de pied direct. Sauf que c'est un simple, ce que disait Bruce Lee. Je crains quelqu'un qui a répété 1000 fois une technique, et je crains pas quelqu'un qui a répété 1000 techniques une fois, tu vois, un truc comme ça. Mais c'est-à-dire que, tu vois, le coup de pied direct, c'est dans la ceinture jaune, par exemple, oui. Et on le retrouve tout le temps, parce que dans les défenses couteaux, on va l'utiliser, notamment, mais t'as des gens qui sont d'un niveau avancé parfois, mais leur coup de pied direct, il est pas bon. Parce qu'ils vont frapper, ils vont être en déséquilibre arrière sur le gars qui avance, tu vois. Ouais, trop tard. Et oui, mauvais timing, ils sont pas ancrés au sol, pas de placement du bassin, etc. Tu vois, donc il faut plutôt que de faire la course à la technique et de vouloir toujours apprendre une nouvelle technique, revenir aux bases, travailler les bases, être bon sur les bases. C'est pour ça que dans la ceinture noire, le programme de ceinture noire, si tu regardes bien, c'est toutes des techniques des ceintures précédentes. Et beaucoup de jaunes. Beaucoup, ouais, et ça, je vais pas me faire que des amis en disant ça, mais je trouve que plus le temps avance, les générations, entre guillemets, avancent, plus je le ressens, moi, je sais pas si tu as le même ressenti, mais avec les élèves, des fois tu leur montres la technique, et puis au bout de 5 minutes, on voit autre chose. Non, ouais, c'est-à-dire que les gens se trompent, et c'est à nous de les aider pour ça, c'est que comme je te l'ai dit, ils viennent parce qu'ils ont un sentiment d'insécurité, donc ils veulent, et parfois c'est insupportable, et donc ils souhaitent combler ce sentiment et se sentir en sécurité. C'est pour ça qu'ils viennent beaucoup, ceux qui viennent pour apprendre à se défendre. Et du coup, pour eux, la clé, la solution, c'est d'apprendre toujours plus de techniques, parce que c'est en connaissant plein de techniques. Donc il faut qu'on leur explique que non, c'est pas parce que tu vas connaître 1000 techniques, si tu ne sais pas les faire correctement, ça va pas servir à grand chose. Donc, ils répètent tes bases, répète ta forme de corps. Tu vois, il faut que tu sois bon dans ça. Ouais. Et pour revenir à la question du départ, là, sur les mises en situation, etc., tu m'avais demandé aussi pour le combat libre aussi. Alors, il faut pas... Les clubs de self-défense qui évitent le combat libre, le combat, simplement le combat dur, c'est un problème. Normalement, dans le Krav Maga, Krav combat, Maga contact, depuis que j'ai commencé le Krav Maga, et ça existait bien avant moi, il y a eu les épreuves du combat dur pour les ceintures de couleur à partir de la verte avant, maintenant c'est la orange. Et dans toutes les ceintures noires, tu as une épreuve de combat dur pour les 18-40 ans. Voilà. Donc le combat dur a toujours fait partie du Krav Maga. Tu vois, ce week-end, là, on est mardi, mercredi, et le week-end dernier, donc comme beaucoup de clubs, on a fait passer les ceintures de couleur dans mon club tout le week-end, jaune, orange, vert, bleu, marron, et donc il y a eu des combats durs. Et tu vois, moi j'adore voir ça, parce que les 18-40 ans, donc les combats durs, c'est des gens qui pratiquent 2 fois par semaine le Krav Maga, qui viennent. Et dans le Krav Maga, on a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à travailler. On fait pas que du combat, parce que dans la rue, c'est pas que du combat, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, si tu veux, ils font pas autant de combats que s'ils faisaient 2 cours par semaine de pied-point. D'accord. Mais malgré tout, leur niveau, moi, quand je vois ces gens-là qui viennent faire un combat dur et qui s'affrontent en combat dur. Donc, combat dur, c'est plein contact avec un engagement pareil. Ouais, c'est des gens, c'est pas des sportifs de haut niveau. Hein. Là, on parle de monsieur et madame tout le monde. Bien sûr. Et qui viennent 2 fois par semaine et ils sont préparés au combat dur, bien sûr. Hein. Dans l'année, tu vois, c'est tous les mois et demi, il y a une épreuve de combat dur dans les cours. On y va progressivement avec différentes adaptations au départ. Et en fin de saison, donc ils se tapent plein pot et ils en ressortent grandis. Alors parfois il y a des KO, il y a eu un beau KO sur un crochet là, tu vois, mais c'est pas tout le temps. Et puis les gens sont préparés à ça progressivement, ils en ressortent grandis parce que même les filles, c'est impressionnant quand je vois les filles. Même aux examens de ceinture noire là cette année à Paris, j'étais impressionné par le niveau des filles. C'était mieux que les gars. Hein. Fallait voir comment elles y vont, comme la technique, comment elles se tapent.
c'est hyper formateur pour les gens. Hyper formateur. Ouais, je trouve que c'est important. Et puis pour moi, je pense vraiment qu'une self-défense ne peut pas être efficace si tu n'as pas de combat. Sinon, à ce moment-là, le mec te saisit le t-shirt, tu loupes ta frappe à la gorge, par exemple. Oui, c'est ça. Première action. Parce que la première action peut aller au combat. Même si c'est lui, même si c'est toi qui mets un premier coup. Parce que, tu vois, il t'agresse, il met la main à la poche. Ouais. Tu lui mets un coup de pied au parti. Ben, ça marche pas tout le temps, un coup de pied au parti. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va rentrer dans le combat, la bagarre. Okay, donc là, tu as intérêt à être opérationnel en combat. Et puis même de travailler le combat, ça t'apprend aussi le contact. Tu prends des coups durs, tu apprends à te protéger. Donc c'est nécessaire en fait. Sinon, c'est pas du Krav Maga, tout simplement. S'il n'y a pas de combat, c'est pas du Krav Maga. Ouais, puis tu risques d'être surpris si jamais un jour tu prends un coup, tu risques de, comme tu dis, tu prends une gifle et tu sais plus comment réagir. Ça. Tu prends une gifle, t'es choqué parce que ça a été vite. Les gens qui font pas d'arts martiaux de sport de combat, souvent dans les agressions, ils sont choqués par la violence, par la vitesse à laquelle ça va. Ça part d'un coup, tu t'y attends pas, bon, et ça va vite et c'est fort. Tu vois, et les gens, ils sont choqués par ça parce que ils n'ont jamais été confrontés à ça en fait. Ouais, et le combat dur permet de s'habituer à ça, de la vitesse, à de l'impact, à de la dureté, à se protéger, le coup d'œil, le timing, tu vois. Ça tombe très bien là. On a la fameuse question. Est-ce que tu penses qu'un pratiquant de Krav Maga doit absolument compléter sa pratique par du sparring, de la boxe, kickboxing, Muay Thai, enfin bref. Est-ce qu'un pratiquant de Krav Maga, donc de Krav Maga pas de self, doit justement pratiquer un sport de combat en plus de sa pratique actuellement? Non. Alors, je pense que déjà que chacun doit faire ce qu'il pense être bon pour lui. D'accord? Si la personne a envie d'aller faire de la lutte, ou du JJB, ou du MMA, bah, faut qu'elle s'éclate. Voilà. Bien sûr. Voilà. Et je pense aussi que toute pratique martiale peut être bénéfique. Okay, ça dépend comment on va la faire. Ça va dépendre beaucoup de l'instructeur aussi. Donc moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux, de sport de combat, et vraiment, je le pense, je trouve qu'il y a des trésors dans toutes les disciplines. Moi, j'ai adoré pratiquer toutes les disciplines que j'ai pratiquées. Ça m'a beaucoup apporté, ça m'a beaucoup plu. Et après, pour répondre clairement à ta question, je pense que si ton club ne travaille pas la partie combat, alors oui, va voir ailleurs. Ouais. Parce qu'il te manque quelque chose de central, d'important. Maintenant, si ton club travaille régulièrement la partie combat et sérieusement, alors non, au contraire, je pense que tu risques même de perdre ton temps et tu risques de prendre des défauts qui sont liés à la pratique sportive. Par exemple, si tu veux, les sports de combat, moi, c'est très bien, mais le but des sports de combat, c'est d'être champion dans une discipline qui est réglementée, avec un cadre très précis. C'est normal, c'est pour la sécurité des pratiquants. Donc, par exemple, la cover systématique, tu vois. Donc, ça, à 1 contre 1, sans armes, de se protéger comme ça, de se couvrir, ça marche bien. Mais si tu as quelqu'un, s'il a une pointe dans la main ou un couteau, ça, c'est dangereux, parce que tu vas te faire percer. Alors que le 360 degrés, ça va fonctionner. Ou tu risques aussi, à tous les règlements, tu vas prendre des défauts, comme je disais, mais par exemple, tu vas pas apprendre à te protéger des parties génitales, parce qu'on frappe jamais. Tu vas pas apprendre à frapper aux parties génitales ou aux yeux, enfin, c'est des interdits, quoi. Enfin, t'as beaucoup de choses comme ça. Aller au sol systématiquement, si moi, tu vois, j'ai fait pas mal de luttes, j'adorais la lutte, et j'adorais le grappling, j'adorais ça. C'était le point que dès que je combattais, en Krav, j'allais systématiquement au sol. Oui, on en avait parlé, ouais. Ouais, on en avait parlé. Et bah voilà, du coup, ça m'avait donné. Un jour, j'ai dit attends, faut pas faire ça, quoi. Aller au sol dans la rue, c'est une très mauvaise idée. Oui. Mauvaise idée. À cause des armes, à cause des plusieurs agresseurs, faut surtout pas aller au sol dans la rue, sauf s'il est seul et sans armes. Oui. T'es dans le hammam, comme ça, tu te prends la tête avec un mec. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Il faut éviter à tout prix d'aller au sol. Ouais. Voilà. Non, bah c'est très très clair. C'est une question qui revient souvent, mais pour moi, non, c'est comme le Krav Maga, la partie combat est intégrée directement dedans. En fait, tu dois y trouver directement ce que tu as. Partie suivante, comparaison et critique.
On en revient sur le fameux pratiquant de boxe. C'est un truc que j'ai souvent entendu. Un pratiquant de boxe qui apprend quelques principes de self-défense et qui est parfois pas plus efficace qu'un pratiquant de self-défense qui fait jamais de combat. Alors c'est très orienté comme question. Non, mais oui, c'est orienté, mais c'est pas grave. Oui, 100%, entièrement d'accord. Bien sûr, vaut mieux faire un sport une discipline dans laquelle il y a de l'opposition, si tu veux chercher l'efficacité. Sinon, c'est du théâtre. Ouais. Voilà. Le combat, l'opposition véritable, le contact, ça apporte le réalisme. Même pas les mises en situation ni les jeux dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Tu vois. Donc, s'il n'y a pas de combat dans ton cours, alors, vaut mieux aller dans les sports de combat. Ouais. On est d'accord. Parce que dans la rue, tu vois, ça va vite, comme on l'a dit tout à l'heure, et fort, parce que l'agresseur, il est déterminé, il veut te terminer. C'est sa détermination contre la tienne. Donc, il faut s'habituer à avoir une vraie opposition. Tu vois, il faut s'habituer à la vitesse, il faut s'habituer aux impacts, à prendre des coups. Imi, tu sais, le fondateur du Krav, c'était un combattant. Hein. Oui. J'ai dit tout à l'heure, il était à haut niveau dans les sports de combat. Et comme j'ai dit aussi, le combat dur a toujours fait partie du Krav, c'est essentiel. Donc, il faut qu'il y ait la dimension combat dans le Krav Maga. Ouais. C'est une question qui n'était pas prévue, mais en fait, ça me rappelle une autre critique, c'était, comment ils disaient ça, les gars, en gros, que un mec de boxe anglaise ou peu importe, c'était quoi, les questions sont toujours à peu près le même principe, mais en gros, c'est le Krav Maga, c'est du MMA, mais avec les coups dans les parties et les yeux. En gros, c'était, je sais plus qui avait cité ça, je crois que c'était sur Karaté Bushido. Mais bref, ils comparaient pour eux, en gros, le Krav Maga, c'est du MMA moins bien, où t'as juste les coups interdits qui sont autorisés. Non, mais écoute, il y a les sports de combat sont spécialistes du combat, d'accord ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils ne font que du combat. Donc, sur la partie combat, ils sont très forts. Surtout que eux, ils s'entraînent, les compétiteurs, je sais pas, 10 heures par semaine, peut-être plus pour certains, tu vois. Donc, si tu veux, c'est comme toujours, c'est le temps de pratique qui va faire le niveau. Le problème du Krav Maga, c'est sa richesse. C'est-à-dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, comme je l'ai expliqué, dans une situation de rue, il faut savoir gérer l'avant-combat, la prévention, comment se placer, etc. La première action, que faire s'il m'étrangle, s'il déclenche une frappe, comment le frapper en position naturelle. Depuis une position neutre, c'est pas pareil que depuis une position de garde, faut pas se faire voir, faut pas faire d'appel, etc. Et la partie combat, d'accord ? Donc on a énormément de choses à travailler. Et là, j'ai parlé à main nue, mais aussi si le gars t'attaque, il te sort une lame devant toi, comment tu vas réagir ? Tu vois, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Ça s'apprend, ça. Bien sûr. Une attaque surprise, un coup de bâton, comment tu vas réagir ? Tu vois, t'apprends pas ça dans les sports de combat, parce que les sports de combat, c'est un contre un, c'est la partie combat, un contre un. Tu vois, j'en avais parlé dans mon bouquin. Dans le dernier, là, j'ai fait un petit schéma comme ça, tu vois. Oui, là. Oui. Voilà, où j'explique tout le domaine, c'est celui-là, tout le domaine de compétences du Krav Maga, tout ce qu'on travaille dans le Krav Maga. Ouais, d'accord ? ça, ouais. Donc, si tu veux, pourquoi on travaille tout ça ? Parce que c'est une self-défense et que dans la rue, il peut arriver tout ça. Dans la rue, le mec, il peut te saisir par l'arrière. Regarde, je te donne un exemple. Un gars qui te ceinture par le côté. Oui. T'es dans une bagarre à plusieurs, il y a un mec qui vient et te ceinture par le côté. Bon, le but du Krav Maga, c'est d'éviter d'aller dans la partie combat. Oui. Ok ? On veut éviter d'aller dans la partie combat. Si on veut en finir le plus vite possible. Pourquoi on veut éviter d'aller dans la partie combat ? Parce que partie combat, c'est une opposition où il n'y a plus l'effet de surprise. C'est technique contre technique, force contre force. Le poids va beaucoup jouer, va beaucoup compter. Ça va prendre du temps. Il y a les risques de blessures qui augmentent, les risques que ses potes arrivent augmentent, etc. Donc, il faut essayer d'en finir le plus vite possible. Donc, on va éviter, tout est basé sur ça, éviter la partie combat. Par exemple, pourquoi sur l'attaque au couteau, on va pas rentrer, contrôler le bras et rentrer en corps à corps ? Parce que quand on fait ça, on rentre en corps à corps, on est dans la partie combat. Et c'est galère, parce que si l'autre est meilleur lutteur que toi, ou si l'autre il fait 120 kilos et qui mesure 1m60, c'est une masse, bonjour, hein, tu vois, pour le contrôler, et il a un couteau dans la main. 360 degrés compte simultané, si ça marche, hein, bien sûr. Ouais, eh ben, ça me donne beaucoup plus de chance, tu vois, et je vais éviter la partie combat. Le mec te ceinture par le côté. Très bien, tu fais du MMA, tu vas l'emmener au sol, tu vas lutter avec lui. On revient dans ce que je t'ai dit, t'es au sol.
j'ai pas envie d'aller au sol. Si je peux éviter, hein, bien sûr, on n'a pas le choix. Mais si je peux éviter d'aller au sol avec lui, c'est mieux. Parce qu'ils sont plusieurs, etc. Et on rentre dans la bagarre. Si le mec il est costaud, encore une fois, si c'est un bon lutteur, voilà, compliqué. Là, on a une réponse toute simple avec le Krav, c'est de reculer les fesses et de frapper aux parties très dures avec la main opposée. Pourquoi? Alors ça va peut-être pas suffire, hein, mais ça va certainement m'acheter 1 ou 2 secondes, tu vois, pour pouvoir mettre la suite, un genou par exemple ou un doigt dans l'œil, tu vois, et puis après arrêter là et pas rentrer dans la partie combat, tu comprends? Donc on va tout faire pour éviter de rentrer dans la partie combat, et c'est pour ça qu'on va retrouver, tu vois, dans la pratique, comme c'est une self-défense, on va retrouver toutes ces dimensions là qu'on doit apprendre, savoir se défendre au sol, savoir se défendre contre une arme blanche, savoir se défendre en position de garde, savoir tomber correctement, c'est important, défendre contre des saisies, etc. Donc tout ça fait que le programme est très chargé, et on doit apprendre tout ça. Donc on peut pas consacrer tout notre temps juste à la partie combat, même si c'est importante. D'accord? Donc il faut pas oublier la partie combat, il faut la travailler sérieusement et régulièrement, mais il faut aussi travailler le reste, parce que la partie combat seule ne suffit pas, à mon avis. Non, mais c'est... En fait, la plupart des critiques, à mon sens, elles viennent du fait que les gens comparent... comment dire ouais, mais sur un ring... Enfin, tu sais, c'est toujours pareil, oui. C'est sur un ring, avec les règles de tel sport de combat. Non, je prends le combat de... C'était quoi? C'était quoi? C'était le combat McGregor contre eux. C'était boxe anglaise contre MMA, et puis bon, gros, c'est la boxe anglaise qui avait gagné, parce que c'était les règles de la boxe anglaise. Enfin, c'est toujours pareil. C'est bien sûr. Mais je pense que tu vois en fait le paradigme est complètement différent. C'est-à-dire que un sport de combat, le but, c'est de savoir qui est le meilleur en s'affrontant actuellement dans des règles. La self-défense, c'est une question de survie. C'est comme les gens qui font du tir de combat, par exemple. Tu vas tout faire, ou les policiers, tu vois, qui sont confrontés à la réalité, tu vas tout faire pour éviter d'en arriver là, parce que il y a un enjeu vital, c'est une question de vie ou de mort, tu vois. Donc tu vas tout faire pour éviter le combat en Krav Maga, tu vas tout faire pour éviter l'agression. Tu agiras vraiment qu'en dernier recours. Donc si tu veux, la différence fondamentale, dans les sports de combat, tu cherches l'opposition et tu cherches le combat pour déterminer qui est le meilleur. En self-défense, tu cherches à éviter à tout prix le combat. Tu t'en fous de savoir qui est le meilleur. C'est pas ça. Et quand on fait du combat dur, d'ailleurs, quand on fait les combats durs, on déclare pas un vainqueur, un perdant. Oui. On s'en fout. C'est pour être seul face à soi-même, face à ses émotions et face à une situation difficile, éprouvante, dans laquelle il y a des impacts et des chocs et il y a un danger potentiel, tu vois. Et savoir gérer tout ça, toutes ces émotions-là. C'est vraiment très différent. C'est pour ça que les compétiteurs, peut-être, certains, mais pas tous, hein, parce qu'il y a énormément de gens, on en parle moins parce qu'ils font pas le buzz, ils cherchent pas à le faire le buzz, mais qui sont en haut niveau, en MMA par exemple, ou dans les sports de combat, et qui aiment le Krav Maga, et qui le comprennent le Krav Maga. Cyril Gane, je crois qu'il était passé récemment, non? Qui? C'était Cyril Gane qu'on avait parlé récemment. Oui, Gane aussi, bien sûr, et récemment d'ailleurs, Cyril Gane, tu vois, c'est un immense champion. En plus, multitâche, t'as vu, maintenant, il est dans le cinéma aussi. Ouais, et c'est un immense champion et qui a très gentiment donné son avis sur le Krav Maga, tu vois. Et il est très ouvert. Bah, il est intelligent, tu vois. Il est très ouvert. Mais c'est pas le seul, hein. Il y avait Taylor Lapillus aussi à l'époque, il était même venu pratiquer. Il avait fait un petit peu en stage. Puis il y en a Bas Rutten à une époque avait fait pas mal de Krav aussi, s'était intéressé au Krav Maga aux États-Unis là-bas. Ouais. Et mais je comprends pas cette opposition. Si je la comprends parce qu'ils ont, tu vois, certains ont vu ça déjà. Il y a le côté business aussi. Ils se sont dit ouais, le Krav Maga ça marche. Quand ils font des stages, il y a pas beaucoup de monde. Donc et puis de voir aussi des comme on le disait tout à l'heure, des escrocs qui sortent sur la vague en se disant que c'est des tueurs et qu'en fait ils sont pas bons du tout. Donc ça énerve. Je le comprends. Je comprends. Mais bon, c'est pas une raison pour mettre tout le monde, pour stigmatiser toutes les disciplines, parce qu'il y a plein de gens, mais dans toutes les disciplines, il y a des gens qui sont super et qui sont sérieux. Et je trouve que c'est pas une bonne chose d'opposer comme ça les disciplines. Chaque discipline a son utilité. Tu veux faire de la compète, va faire une discipline de compétition. C'est très bien, c'est enrichissant. Tant que tu es en accord, authentique avec ce que tu fais, tu sais pourquoi tu le fais.
Ouais, c'est peut-être l'apanage aussi des réseaux sociaux de chercher un peu la confrontation et le buzz à tout prix. Ah ouais, c'est ça. Alors, une question qui revient souvent, que répondre à ceux qui vont dire que le Krav Maga n'est pas testé parce qu'il n'y a pas de compétition de Krav Maga? Oui, je répondrais que c'est une méconnaissance du Krav Maga. Parce que le Krav Maga, en fait, la partie combat du Krav Maga, si on parle toujours de la partie combat là, après je parlerai de la partie première action et plus celle de défense. Mais la partie combat du Krav Maga, en fait, la forme de corps, c'est la même forme de corps qu'on retrouve dans les sports pieds-points. Imi était boxeur, en boxe anglaise, de niveau international, on l'a dit tout à l'heure. Donc, il savait frapper, il savait se déplacer. Surtout que Richard Douillet, donc qui a amené le Krav Maga en Europe, hein, qui a été délégué par Imi pour développer le Krav Maga en Europe. Richard, lui aussi, était compétiteur en pied-point. Il était à haut niveau, il était champion de France dans différentes disciplines, notamment en full, contact. Et donc, il a beaucoup insisté sur la forme de corps et toutes les qualités en fait de combat. Et ce sont les mêmes aptitudes que dans les sports de combat pied-point. Donc, ça a été testé, c'est éprouvé ça, cette partie-là. Donc, les techniques de frappe viennent de l'anglaise, viennent des sports pied-point comme le full, le muay thai, etc. Un coup de pied, voilà, on n'a pas réinventé la roue, hein. C'est la même chose. Après, pour rester sur la partie combat, donc dans les défenses, on va retrouver des esquives aussi, on va retrouver des parades, hein, comme on a en anglaise, hein, par exemple défense remise, les esquives, etc. Et puis on va retrouver des techniques qui sont plus spécifiques au Krav Maga, comme il n'y a pas de règle. Par exemple, donner un coup de tête, tu vois, des choses comme ça. Oui. Mais sinon, les coups de coude, c'est la même forme de corps qu'en Muay Thai. Donc, si tu veux, au niveau technique, ça n'a pas de sens de dire que ça c'est pas testé parce que ça se pratique pas en compétition, parce que ce sont les mêmes techniques utilisées dans les sports pieds-points. Oui, c'est vrai. Maintenant, au niveau par exemple, une attaque au couteau, ça n'a pas été testé en compétition. Évidemment, il y en a pas. Mais ça a été testé, si tu veux, le Krav Maga a été construit énormément sur l'expérience. C'est-à-dire qu'à chaque fois quand Imi était dans sa période à l'armée, à chaque fois qu'il y avait un soldat qui se faisait agresser, il y avait des retours d'expérience qui étaient faits. Ouais, il a affiné la méthode avec son expérience à lui et l'expérience de tous les combattants. Ça a duré 20 ans, hein, quand même à l'armée. Puis lui, Imi avait son expérience de combat de rue, ça a duré quelques années. Donc, si tu veux, ça s'est construit sur l'expérience, vraiment. Donc, moi, je sais pas ce qui a été testé, pas testé en termes de situation de celle. Je sais pas si un étranger. Enfin, si, j'ai des preuves même, parce que j'ai beaucoup de témoignages. On a recueilli pas mal de témoignages, donc je t'en parlerai. Ouais. Et voilà quoi. Donc, et puis pour l'aspect compétition. Donc, tu dis parce que ça se pratique pas en compétition, mais la compétition, donc, c'est un affrontement entre deux personnes dans un cadre sécurisé, en plein contact. Okay, mais nous, ça, on le retrouve en combat dur. Quand on fait les combats durs, les épreuves de combat dur, ça s'apparente à la compétition. C'est-à-dire que y a un minimum de consignes de sécurité à respecter, mais les coups sont donnés plein pot. Ouais. Tu vois, comme je le disais tout à l'heure, on a fait les passages de grade, et les combats durs. Là, je te dis, je vois des gens qui ont 2 ans de pratique de Krav Maga, ils viennent 2 fois par semaine, mais ils sont courageux, quoi. Ouais. Ils vont à fond, ils s'affrontent, ils reculent pas, ils plient pas. C'est très important, c'est formateur. Ouais, donc on se teste sur la partie combat, bien sûr qu'on se teste. Les techniques viennent du pied-point, comme je l'ai dit. D'ailleurs, moi, je me rappelle, je le fais plus aujourd'hui, mais il y a une quinzaine d'années, pendant plusieurs années de suite, j'emmenais mes élèves, ceux qui voulaient, hein, en interclub avec des clubs de pied-point. Okay. Et des clubs de différents styles pied-point, BF, kick, etc. Et j'emmenais mes élèves, donc on était dans les règles du pied-point, et pour qu'ils se testent un petit peu, tu vois. Et ça se passait très bien. Hein. Oui, ce que je fais de temps en temps aussi. Pas ridicule. Hein. Donc, si, c'est testé. Après, alors, quand j'étais jeune pratiquant, j'avais entendu dire, mais bon, j'ai aucune preuve de ça, donc je sais pas si c'est vrai ou pas, qu'ils avaient été jusqu'à tester les défenses contre armes à feu et qu'il y avait un gars qui avait pris une balle dans le ventre. Mais je sais pas si c'est vrai.
je trouve ça un peu gros. Donc je sais pas. Donc par contre, ce que je sais, c'est qu'il y avait un retour d'expérience sur les soldats qui se retrouvaient confrontés à des situations au couteau et comment ils ont réagi, qu'est-ce qu'ils auraient. Tu vois, Yimi a été loin. Hein. C'est pour ça que le Krav Maga est vraiment construit sur du concret, c'est pragmatique avant tout. Sauf pistolet, tu peux le tester à l'airsoft ou pire avec certains l'ont fait. Hein, il y a des vidéos dessus. À l'airsoft, on est beaucoup à l'avoir testé. Hein. Mais c'est pas pareil. C'est jamais pareil qu'en situation réelle. Mais à l'airsoft, oui, tu vois que la technique fonctionne. Après, il y a la composante émotionnelle. Comment ça, on ne sait pas comment on va réagir. Hein. C'est sûr. Hein. J'ai vu une vidéo, écoute, une vieille dame asiatique qui se fait braquer aux États-Unis dans son magasin. Le mec arrive avec un flingue. C'est Alexandre qui m'a montré la vidéo. Et le mec arrive et vient la braquer avec un flingue. Et elle a le réflexe, ce qu'on apprend. Elle saisit le canon comme ça, à une main, elle le tient, tu vois. Après, elle fait pas la suite, mais elle tient le flingue et tu vois le mec, il est en galère comme ça, tu vois, c'est sorti naturellement. Elle a attrapé le pistolet comme ça, et après, je crois qu'il y a le mari qui arrive, et c'est sorti. Ouais, le mouvement est sorti. Bref. T'as de nombreuses vidéos comme ça où les saisies d'armes, t'en as plein aux États-Unis notamment, dans les petites échoppes. Ça tombe bien, justement, ça a fait une parfaite transition avec la suite. Est-ce que tu as des retours de tes élèves, par exemple, ou d'autres élèves, de professeurs qui ont eu affaire à des situations dans la rue, par exemple, où ils se sont fait agresser et que un geste de Krav Maga est ressorti? Oui, beaucoup maintenant, parce que depuis 2-3 ans, j'ai demandé des témoignages pour les livres, etc. Oui. Donc, du coup, les gens se mettent à parler un peu plus. Et j'ai pas mal de témoignages. Alors déjà, j'avais une de mes élèves qui s'était fait agresser à Lyon, Lisa, qui était ceinture verte à l'époque. Elle s'était fait suivre un soir rue de la République. Et le mec l'a attrapée contre un mur et l'a étranglée. Okay. Tu vois, étranglement. Elle a eu le réflexe de faire exactement ce qu'on a appris. Donc elle a dégrafé et elle lui a mis un coup de genou dans les parties. Il a plié, elle lui a mis le coup de coude. Elle a poussé, elle est partie en courant. Ouais. Ça l'a sauvée. C'est pas ce qui serait passé ensuite, mais ça l'a sauvé. Et puis on a beaucoup de témoignages de gens qui se font agresser au couteau et qui s'en sont sortis. C'est pour ça les discours. Le couteau, c'est très dangereux. Oui, évidemment que c'est très dangereux. Mais tu vois, il y a deux extrêmes. Dire, ok, face à un couteau, je vais vous montrer une technique, vous allez vous en sortir. Ça, c'est mentir. Bien sûr. Et c'est dangereux. Mais l'autre extrême, c'est dire face à un couteau, on peut rien faire. Vous pouvez rien faire. C'est pas vrai. Ça, c'est complètement faux. Ou vous pouvez rien faire sans être coupé. Vous allez, voilà. C'est pas vrai. On a plein de témoignages de gens qui s'en sont sortis face à un couteau et qui n'ont pas eu une égratignure. J'ai plusieurs témoignages comme ça, moi, de personnes qui sont sorties sans égratignure. Au niveau des défenses de Krav, on a beaucoup de témoignages de 360 degrés compte simultanés qui ont fonctionné. Notamment, un des plus récents, on va dire, c'est un prof de Krav à Paris, Alexandre Marcha, qui s'est fait attaquer. Il était avec sa femme. Et le mec a sorti un couteau. Il était à 1 mètre de lui. Il s'est jeté sur lui en mettant un coup de couteau. Il lui a fait parade compte simultanée. Ça a très bien fonctionné. Il s'est fait blesser à la fin parce que quand il l'a amené au sol, le mec avec le couteau, il l'immobilisait. Il lui a fait ça, il l'a coupé. Il y a eu une plainte, procès, il y a tout eu. Hein. C'est documenté ce que je dis. C'est pas du fake. Il y a un policier à La Réunion aussi. Il était hors service. Il était pas en service, plutôt. Et il a eu une embrouille avec 2 gars. Il était avec son enfant ou ses enfants, je me rappelle plus. Et 2 gars il est sorti de la voiture et les 2 gars avaient des couteaux, 2. Et ça a été choquant. Et lui s'est fait blesser un peu à un moment parce que sur une parade, donc le mec l'a piqué. Hein. Parade, il s'est fait un peu toucher au crâne. Ouais. Mais bon, c'est juste le sang, hein. C'est juste une égratignure, on va dire. Et il a pensé, tu sais, dans les exercices de ceinture noire où t'es 2 contre 1. Oui. Plutôt bas. Oui. Et là, il expliquait dans son témoignage, il entendait la voix de son prof qui lui disait tourne, aligne-les. Tu vois, c'est fou, hein. Oui. Et du coup, les mecs après sont repartis en voiture et il a eu leur plaque, il les a retrouvés, ils étaient alcoolisés. Voilà. On a un autre très récemment là, un élève d'un prof dans le sud de Patrick Arwan qui s'est fait dans la nuit, il descend je te passe les détails, et il y a un gars avec un couteau. Et le gars avec le couteau se jette sur lui, il l'attaque, et toujours cette attaque. C'est une attaque qui est très fréquente, tu vois, parce que par exemple, on entend aussi des fois des détracteurs dire oui non mais il y a personne qui va t'attaquer comme ça.
Parce qu'ils pensent tous que les gens sont des experts du couteau. C'est faux. Ça, c'est l'attaque la plus courante. C'est une attaque naturelle. Ah bah, tu regardes les vidéos de surveillance. Hein. Mais bien sûr. Ça, c'est une attaque très courante. Même avec une prise d'élan, tu vois, le mec, il arme beaucoup le coup parce que il y a de la colère, prise de force pour faire mal, tu vois. Et il y a l'émotion. Donc, bref, c'est rare de tomber sur un expert de quelque chose dans la rue. Hein. Un expert au couteau, un expert pied-point, un expert en lutte. Bon, à part certains pays. Donc, le gars, il a eu le réflexe de faire la parade. Il n'a pas fait le compte simultané. Mais ceinture orange, t'imagines. Du coup, il a fait la parade et bon, le mec est tombé. Il a voulu prendre, il avait un taser sur un meuble, il voulait le prendre et le temps qu'il le prenne, le mec s'est retourné contre la femme. Donc, il allait choper le gars qui voulait attaquer la femme et là, en l'attrapant, malheureusement, l'autre l'a piqué à la gorge. Mais bon, ils s'en est sortis. Il a des points de suture, il avait une bonne entaille. Heureusement, il n'a pas touché une zone. Oui. Voilà. Et du coup, ils ont retrouvé le gars. C'est pareil, là, il va prendre cher, le mec, tu vois. Mais voilà, donc tu vois, ce que dit Richard souvent, la ménagère de 50 ans, elle a le droit d'apprendre à se défendre. Et peut-être que juste ça peut lui sauver la vie, c'est pas ce gars-là. On ne demande pas de gagner, on demande juste de s'en sortir. Et c'est ça, oui, et puis encore une fois, bien sûr qu'une ménagère de 50 ans, elle va en combat, dans la partie combat dont on parlait tout à l'heure, ça va être compliqué. Si elle tombe sur un mec, le mec il est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, beaucoup plus rapide et agressif et tout ce que tu veux. Mais sur un étranglement comme dans le cas de Lisa tout à l'heure, ou sur une parade comme ceci, ou même en combat, ça peut l'aider quand même à parer des coups le temps que quelqu'un intervienne, tu vois. Donc oui, rappelons le but du Krav Maga que chacun marche en paix. Et tout le monde devrait, tout le monde a le droit d'apprendre à se défendre. Ça c'est un des grands principes, qui devrait être respecté. Mais écoute, on arrive sur la fin de l'interview. Là, on doit quasiment être à bientôt 2 heures. Le temps passe super vite, mais une dernière. J'aime bien finir toujours par la fameuse le dernier mot Jean-Pierre. Hein, ça fait un peu vieux maintenant, mais si tu devais justement le conseil, si tu devais donner un conseil à un pratiquant de Krav Maga pour qu'il soit réellement efficace en situation réelle, qu'est-ce que ce serait? Je dirais que l'efficacité est égale au temps de travail. Oui. C'est-à-dire que il faut, plus tu vas répéter, plus tu vas devenir bon dans ce que tu fais. Mais c'est valable dans tout, hein, dans tous les domaines. Donc, si tu veux devenir plus efficace, il va falloir prendre le temps de la répétition et de t'engager mentalement. C'est-à-dire qu'il faut pas répéter. En fait, si tu répètes en prenant ça pas au sérieux ou en dilettante, tu vois, tu vas moins intégrer les choses que si tu mets un peu d'émotion dedans. Okay. Donc, il faut s'engager, en fait. Moi, tu vois, les gens que je prends dans mes cours pour être instructeur, je les laisse beaucoup se débrouiller. Mais même mes élèves, les ceintures noires, tu vois. Par exemple, ils ont un seul cours par semaine technique avec moi. C'est pas beaucoup parce que j'ai pas le temps de m'organiser autrement. Ouais. Et puis parce que je veux que ça vienne d'eux, qui soient proactifs pour aller chercher la connaissance et pour s'entraîner. Ouais. Donc, parce que je pense que à un moment donné, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Il faut pas te contenter de venir t'abreuver de tes 2 cours par semaine. Ouais. Si vraiment tu veux être bon et rapidement, ben, il faut y consacrer du temps. Répéter. Après, c'est très bien d'y aller 2 fois par semaine, hein, aussi. Oui, ça dépend des objectifs. Tu vas progresser. Ça prendra plus de temps. C'est tout. Le mec qui est engagé, tu vois, les meilleurs, de toute façon, dans tous les domaines, ce sont des gens qui travaillent plus. Qui répètent. Bien sûr. Ouais. Et je dirais, pour ajouter un point, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais je pense que c'est important d'accepter quand on vient, parce que tu vois, comme on le disait, quand quelqu'un vient en self-défense, souvent la demande, c'est un besoin de se sentir en sécurité. Oui. D'accord ? C'est normal. Mais donc on cherche en fait à se rassurer et à se dire, ok, là je serai capable de me défendre. Mais la vérité, c'est qu'au bout du compte, on ne saura jamais. Donc il faut accepter qu'on ne saura jamais. Oui. Parce que même tu vas t'entraîner tout le temps, jamais tu pourras te dire, oui, ben là, je
sais pas, mais même tu vas tomber contre un petit fin, Ouais. et ça risque, ça se trouve, ça va être la bagarre la plus dure que tu auras à faire. Ouais, et puis tu auras t'auras tes enfants, tes sacs de course. Voilà, ouais, exactement. T'auras Le même dans contexte, Replay, toi, tu seras pas dedans, etc. Tu vois. Ouais. Donc, quand tu acceptes que tu ne sauras pas, parce qu'au bout du compte, on cherche des réponses, comme on disait, à travers la technique, tu vois. Ok, ça, et puis finalement, non, ça rassure pas non plus. Tu as toujours cette inquiétude. Mais à un moment donné, bon, bah, si tu arrives à faire la paix avec ça, tu acceptes que tu ne sauras pas. Ok, bah, ça amène de la détente. Ouais. Et c'est dans la détente, dans cette détente mentale qu'on apprend le mieux. C'est pas dans la crispation. Oui, tout à fait. Ouais. On va toujours vouloir faire plus. Ouais. C'est un point intéressant. Ouais. À méditer. Je suis en train de partir dans mes réflexions internes. Non, mais super. Écoute, ça m'a fait très plaisir de te recevoir. Alors, avant toute chose, avant de nous quitter évidemment, on va en reparler. Ton nouveau livre, aux éditions toujours pareil, Amphora. Donc là, c'est le volume 2, ceinture verte et bleue. La première interview, on avait parlé beaucoup du bouquin, du premier bouquin, donc jaune-orange. Maintenant, le vert bleu est sorti. Ouais, d'ailleurs, je remercie tous les gens qui me font des retours. C'est super gentil. J'ai beaucoup de retours positifs. Oui. Donc, c'est super parce que c'est beaucoup de travail à chaque livre. À chaque fois, il y a un an de travail, mais vraiment, c'est beaucoup de job. Là, je suis sur le prochain, sur la marron et la noire. Super. Puis on a la chance de travailler avec Amphora, qui est une super maison d'édition. Ils sont vraiment top. Ouais. Ils sont vraiment top. Donc, je suis très content. Mais bon, c'est beaucoup de boulot. Mais ça fait son œuvre, donc c'est super. Non, que des bons retours de mon côté aussi sur le bouquin. Moi, je l'utilise très régulièrement. Une idée de quand sortirait le marron noir, ou c'est trop tôt encore? Alors, non, il est prévu pour septembre, mais là, je suis en retard. L'éditeur attend. Le manuscrit est fait, on est sur la fin des photos. Okay. Mais c'est pareil, ça prend beaucoup de temps parce que toutes les photos, on prend des milliers de photos à chaque fois. Il faut les trier, après il faut les mettre dans le manuscrit avec les légendes correctes, etc. Donc, si tout va bien en septembre, sinon ça sera plus en fin d'année, décembre, je pense. Ok, super. Bon, bah. Voilà. Plus qu'à. Bon, bah écoute Steve, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de te recevoir sur la chaîne. Merci beaucoup. Très bon sujet, Krav Maga combat, et peut-être à une prochaine. Merci pour tes questions et merci pour l'accueil. C'est toujours un plaisir de te retrouver. Merci. Sur ce, on vous laisse pour de prochaines vidéos et peut-être une future interview, à voir qui sait. Merci Steve. Avec plaisir Tom, à bientôt. Et je coupe la vidéo. Merci. Au revoir. Salut.